Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette rencontre consacrée à la dramaturgie dans les écritures de Plateau. C'est la poursuite d'une réflexion que nous avons ouverte avec Laïssa Séné et Arsena. Réflexion qui a commencé à l'automne dernier par s'intéresser à la dramaturgie du corps, avec des mimes, des circassiens, des chorégraphes, des metteurs en scène, bref, des artistes qui développent des écritures scéniques à partir du corps, des sons, des images et parfois du texte. Donc aujourd'hui, nous allons discuter de la dramaturgie dans ce qu'on appelle les écritures de plateau, au pluriel, qui est une notion aujourd'hui communément utilisée, qu'il va falloir un petit peu expliciter pour mieux cerner les processus qu'elle essaie de désigner. Parce qu'après tout, on pourrait dire qu'une mise en scène, eh bien, c'est une écriture de plateau, dans la mesure où elle se compose avec tous les signes qu'offre le plateau, la présence et le corps des comédiens, l'espace, le son, la lumière et le texte. Et en fait, quand on creuse un petit peu sous ce vocable écriture de plateau, eh bien, on découvre beaucoup de choses, puisque cela désigne tout à la fois des créations théâtrales qui se passent de texte, des créations collectives où les acteurs écrivent leur propre texte en l'improvisant, mais aussi des processus qui tendent vers une fusion des deux temps, c'est-à-dire l'écriture et la mise en scène. On est alors dans des processus d'écriture organique, collective, qui intègrent la composition dramaturgique au travail sur le plateau. Et je pense qu'on va beaucoup s'intéresser à ce troisième type d'écriture de plateau. Quand on a dit ça, évidemment, surgissent tout de suite une foule de questions auxquelles nous allons tenter, pas forcément d'apporter des réponses définitives, mais en tout cas des éléments à partir de vos expériences, c'est-à-dire comment se définit la dramaturgie, comment se construit-elle, à partir de quels matériaux, qu'est-ce qui change aussi dans les processus de travail, dans l'organisation des équipes, qu'est-ce qui change dans le rapport entre l'auteur, le metteur en scène, le dramaturge et le comédien. Quel est le statut du dramaturge? Est-ce qu'il est lui-même auteur? Voilà, ça nous fait un beau programme de questions et nous avons 2 heures pour y répondre. Pour y répondre, justement, un plateau de choix. Je vais commencer par Élise Châteauret. Vous êtes auteur, metteur en scène, autrice, pardon, metteur en scène, directrice de la compagnie Babel, fondée en 2008. Vous êtes issue du Conservatoire national et vous avez développé un théâtre que vous qualifiez de documenté à travers 8 spectacles, dont 6 que vous avez écrits à partir d'entretiens, mais aussi d'expériences et de confrontation avec le réel dans des processus d'immersion et d'observation. Votre dernière création, Ce qui demeure, eh bien, vous l'avez réalisée à partir d'entretiens menés avec une amie qui vous était très chère, enfin qui vous est très chère d'ailleurs, toujours, qui est aujourd'hui âgée de 93 ans. À votre gauche, Kevin Kais, auteur, dramaturge, traducteur, metteur en scène et enseignant. Alors, je ne vais pas forcément faire la liste de tous les diplômes, parce que sinon, à vous deux, je pense qu'on remplit une demi-heure. Vous êtes néanmoins titulaire d'un magistère d'antiquité classique, d'un doctorat de lettres classiques, et vous avez été formé comme dramaturge à l'école du TNS. Vous travaillez avec de nombreuses metteuses en scène, et metteurs en scène aussi, metteuses en scène dont Maëlle Poésie, Élise Vigier, Julie Berès. Vous avez été lauréat de l'aide nationale à la création de textes dramatiques pour Ceux qui errent ne se trompent pas. Ça a été créé en 2006 au Festival d'Avignon. Et vous êtes membre fondateur du collectif d'auteurs Traverse, co-auteur de Pavillon Noir pour le collectif d'acteurs Osso qui a été récemment créé au TNBA. On aura l'occasion effectivement d'en parler. Je continue ce petit tour de chaise avec Marcus Borgia, acteur, metteur en scène, dramaturge, enseignant, musicien, docteur en études théâtrales et docteur artiste dans le cursus Sacre qui est en partenariat avec le Conservatoire national et Paris Sciences et Lettres. Avant cela, eh bien, vous veniez du Brésil, vous avez fait une maîtrise en lettres modernes, et puis vous êtes venu jusqu'à nous pour suivre les cours de l'école Jacques Lecoq. Vous êtes passé par l'ESSAD, par le conservatoire, entre-temps un petit master d'histoire de l'art et muséologie à l'école du Louvre. Ça remplit un emploi du temps.
Vous avez des activités théoriques que l'on peut découvrir à travers de nombreuses publications, mais pas que, parce que vous pratiquez également le théâtre comme metteur en scène. Votre dernière création, c'est Les Bacchantes, d'après la pièce d'Euripide, que vous l'aurez deviné, il a traduit lui-même du grec ancien. Et puis, vous êtes aussi collaborateur avec des metteurs en scène, et notamment Christiane Jataï, en ce moment même pour la création de Ithac, création qui aura lieu en mars prochain à l'Odéon, Théâtre de l'Europe. Je ne vais pas me présenter. Samuel Hercule, vous êtes auteur, co-directeur avec Mathilde Vergans. Est-ce que je prononce bien ? Vergans. De la Cordonnerie. C'est une compagnie que vous avez fondée en 1997. Votre rencontre avec Mathilde en 2003 fait naître une écriture théâtrale très novatrice, le ciné-spectacle, une notion qu'on aura aussi l'occasion de découvrir grâce à vos éclaircissements. C'est, pour vous donner d'ores et déjà quelques éléments, une performance qui mêle du cinéma, de la musique et du théâtre. Votre dernière création, Dans la peau de Don Quichotte, est une vision aussi singulière et percutante que du célèbre chevalier de Cervantes, voilà, qu'on a pu voir que j'ai pu voir en tout cas pour ma part il n'y a pas longtemps au CDN de Montreuil, ce qui constitue une transition toute trouvée pour présenter Thomas Pont-de-Vie, qui est dramaturge, formé notamment à l'école du TNS. Vous avez travaillé avec différents metteurs en scène et vous travaillez actuellement avec Mathieu Bauer, qui est directeur du CDN du Nouveau Théâtre de Montreuil. Vous y êtes dramaturge associé. Il a travaillé aussi avec Élise, et vous êtes membre de la Commission nationale d'aide à la création de textes dramatiques à Arsena depuis 2013. Donc nous avons l'occasion déjà d'échanger. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, qu'est-ce que la dramaturgie ? Parce qu'il faut quand même un petit peu recadrer le débat. On avait effectivement creusé cette question plutôt du côté d'une dramaturgie corporelle, en soulignant le paradoxe, puisque le mot dramaturge vient du théâtre et s'impose au XVIIIe siècle à la faveur de ce célèbre essai Dramaturgie de Hombourg, de Lessing. Et le dramaturge recouvre alors plusieurs fonctions. La langue allemande, qui est toujours précise, utilise d'ailleurs deux termes distincts. Le dramatiqueur, qui est l'auteur dramatique, celui qui écrit la pièce, et le dramaturge, avec l'accent, celui qui fait le lien entre le texte et la représentation scénique, entre l'écriture textuelle et l'écriture scénique, donc qui n'est pas l'auteur de l'œuvre, mais qui va dégager une interprétation qui va guider l'esthétique et les choix de mise en scène, c'est-à-dire le devenir scénique du texte littéraire. Tout à l'heure, j'évoquais cette définition des écritures de plateau, où on a la production d'un texte, ou du moins d'une structure dramaturgique, qui est concomitante au processus de répétition, c'est-à-dire que toutes les propositions, toutes les possibilités d'écriture, avec ou sans mots, se créent et se testent au présent de la scène et de la salle de répétition. Alors, j'ai oublié de dire que vous étiez, Marcus, auteur d'une thèse de doctorat, dramaturgie en relation, processus compositionnel d'écriture théâtrale collective, tendance et perspective, ce qui fait que la première question, évidemment, vous est adressée, puisque au regard de l'évolution des pratiques théâtrales, de ces écritures de plateau, justement, comment a évolué la définition de la dramaturgie, puisqu'on voit bien que les deux définitions historiques sont un petit peu trop à l'étroit. C'est votre tour. C'est à vous. Bonjour. Bonjour à tout le monde. C'est compliqué de commencer. Déjà, c'est compliqué de commencer tout court, et c'est compliqué de commencer pour parler de ça et d'essayer d'apporter un quelconque élément de réponse à une question qui en fait est un faisceau de questions et qui sont toutes très ouvertes et ne cessent de s'ouvrir encore. Ne serait-ce que parce que les termes même dramaturgie, écriture, mise en scène, devenir scénique, bon, on ne va pas entrer dans la polémique de chacun, mais c'est très vaste, et parfois les acceptions changent
non pas qu'en fonction de l'histoire, mais en fonction des contextes aussi. Ce que je pourrais dire par rapport à ça, donc par rapport à ces prétendus deux sens de ce qu'on appelle en français dramaturge, et que du coup la langue allemande distingue, et donc le dramatiker et le dramaturge. Ce qui m'intéressait justement dans cette première thèse, dans cette thèse que j'ai faite sous la direction de Joseph Danan à Paris 3, donc, et que j'ai soutenue en 2005, Dramaturgies en relation, était de partir de la dramaturgie et de la fonction du dramaturge, quelle que soit sa possible traduction en allemand ou dans une autre langue, pour pouvoir rendre compte de ces nouvelles attributions, de partir donc de cette question-là pour interroger quelque chose d'un peu plus complexe et qui m'intéressait davantage, qui était le rapport texte-scène et le tas de préjugés, de malentendus, de raccourcis historiques derrière ce binarisme qui existe encore aujourd'hui beaucoup et qui, je pense, sera forcément au cœur de nos débats aujourd'hui. Et c'est pour ça que, au fil de cette thèse, au fil de ce questionnement, j'ai essayé de dégager ce que j'appelais un troisième sens. C'était pour aller aussi dans le sens de l'ouvrage Qu'est-ce que la dramaturgie, publié par mon ancien directeur de recherche, donc Joseph Danan, qui s'appelait Qu'est-ce que la dramaturgie, donc, où il parlait de ces deux sens, sens premier, sens second. Et j'essayais de trouver, de proposer, de poser la polémique de ce qui aurait pu être un troisième sens. Ce n'est pas l'auteur tout court, celui qui donc écrit des pièces ou des textes destinés à la scène, ni le conseiller littéraire responsable de la littérarité d'un texte sur scène, c'est-à-dire que celui qui travaille en partenariat avec le metteur en scène et qui est une fonction institutionnalisée en Allemagne, c'est-à-dire le dramaturge. Et pour cela, je partais de quelque chose qui, justement, c'est une pratique théâtrale qui vient, ou en tout cas qui est née en tant que telle, et nommée en tant que telle au Brésil dans les années 90, qui s'appelle le processus collaboratif, qui diffère de la création collective. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais où l'écriture, la place de l'écriture, qui pourrait être très semblable à la place de ce qu'on appelle aujourd'hui l'écrivain de plateau, enfin le dramaturge, qui crée en même temps que les autres éléments de la scène, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler les deux temps de la création théâtrale dans un sens un peu classique, c'est-à-dire l'écriture du texte et sa mise en scène, coïncident. Et non seulement il écrit son texte en processus, mais aussi ce texte est nécessairement et heureusement traversé et contaminé tout le temps par le plateau, c'est-à-dire il y a une contamination réciproque des deux côtés. Et donc c'est ce dramaturge-là qu'au Brésil, justement, on appelle, et si je traduis au pied de la lettre, un dramaturgiste. Et un dramaturgiste ne fait pas de la dramaturgie, mais du dramaturgisme. Après, on peut discuter beaucoup sur la terminologie, mais en tout cas, c'est un terme qui est apparu au Brésil dans les années 2000 pour rendre compte de cette nouvelle attribution, de quelqu'un qui revendique quand même une place, une patte et un état d'esprit d'auteur, d'artiste à part entière, et en même temps une disponibilité, une perméabilité à ce que sa propre création, ses outils artistiques soient remis perpétuellement en question par le plateau. Comme d'ailleurs c'est le cas de tous les autres artistes impliqués dans une production théâtrale. Ce serait le cas du metteur en scène, des acteurs, c'est-à-dire c'est une dramaturgie au sens spécifique, là du coup, puisque je parle de la question textuelle, qui se construit en même temps et en parallèle à toutes les autres
dramaturgie, si l'on peut dire. La dramaturgie de la lumière, la dramaturgie de la mise en scène, la dramaturgie du son, etc. Donc c'est à peu près ça. Vous parlez d'ailleurs de cette notion de composition, faisant allusion à la peinture et à la musique, pour qualifier ces processus collaboratifs. Oui, oui, parce que j'avoue que j'ai un peu de mal avec mais après c'est très personnel, avec le terme écriture de plateau. Je pense qu'il y a parfois ça peut cacher une certaine redevance à un aspect littéraire, ou une espèce de volonté de légitimer quelque chose en l'appelant écriture, comme si le théâtre devait encore quelque chose à la littérature. Donc voilà, mais je ne vais pas entrer dans la question. Et je trouvais plus intéressant à ce moment-là, je trouve que des termes comme composition, dans le sens où il s'agit et je pense que je conçois la dramaturgie aussi bien que la composition comme justement un agencement de signes, c'est-à-dire d'éléments signifiants dans un espace-temps performatif, que ça se fasse avec des mots, avec des gestes, avec des sons, avec des couleurs. Voilà, donc c'est pour ça que je trouve que des compositions, la composition telle que le terme est employé en musique ou en peinture par un Kandinsky par exemple, me paraît intéressant. On aura l'occasion de revenir sur les conséquences de ces nouveaux processus, sur la position d'auteur entre l'individualité et le collectif tout à l'heure. Avant, je voulais aussi donner la parole à Thomas Pandevie. Vous êtes donc dramaturge. Comment est-ce que vous concevez votre rôle ? En quoi ça consiste votre travail ? Alors, d'abord, je découvre le terme de dramaturgisme avec une sorte d'intérêt amusé. Il y a peut-être je suis peut-être un peu dramaturgiste du coup, mais on essaiera de le vérifier par la suite. D'abord, pour me positionner un peu par rapport au débat, moi je suis pas auteur du tout, donc absolument et pleinement dramaturge. Enfin, c'est comme ça que je suis amené à me définir souvent, c'est-à-dire dramaturge à l'allemande. Voilà, et en ce qui est à propos du troisième terme qu'on essaie de définir là, c'est vrai que moi j'ai un peu de mal avec ce troisième terme. En tout cas, c'est pas du tout comme ça que je travaille. Alors dites-nous comment vous travaillez. Je crois que... Et encore une autre chose, c'est que par rapport au terme écriture de plateau, je n'ai jamais employé cette expression, en tout cas quant à mon travail. Je ne suis pas dramaturge d'écriture de plateau, et pourtant je me suis fait maintenant un peu par hasard, mais une spécialité effectivement de travailler sur des spectacles qui ne partent pas d'écriture dramatique. Et quand je dis que je n'ai jamais employé cette expression, c'est sans doute parce qu'il y a énormément de préparation en amont pour tous les projets sur lesquels j'ai travaillé. Une préparation dramaturgique sans doute assez traditionnelle, c'est-à-dire qui s'élabore en étroite collaboration avec le metteur en scène, parfois avec le scénographe, qui essaye de réfléchir en profondeur à la pensée du spectacle et à sa structure. Voilà, je le dirais comme ça. Et ça me semble important parce que souvent l'expression est très utilisée, souvent mal à propos, et beaucoup aussi par des étudiants. Je dis des étudiants parce que, pour avoir travaillé avec un certain nombre d'entre eux ces dernières années, en pensant que l'expression désigne des pratiques d'improvisation où il s'agirait de se jeter sur le plateau et de faire absolument confiance à l'imagination créatrice de l'acteur pour faire texte. Or, moi qui essaye de travailler sur la pensée et de se dire que le théâtre produit de la pensée, cette manière de fabriquer me dérange un tout petit peu. Et évidemment, c'est une manière de travailler possible, mais sans jamais renoncer à ce que le geste produise de la pensée et à ce que le théâtre produise une forme, et donc interroge lui-même ce qu'est le théâtre. Alors à partir de quels matériaux travaillez-vous ? Alors évidemment, les matériaux, ça dépend des projets et des metteurs en scène. Ça dépend absolument des projets. On peut travailler à partir de n'importe quel matériau. Évidemment, les sciences humaines, l'histoire, la philosophie,
Des entretiens, si le spectacle est monté à partir d'entretiens, des textes théoriques, des textes musicologiques. Je dis textes musicologiques puisque je travaille énormément avec Mathieu Bauer. De la musique, des morceaux de musique. Voilà. Après, il s'agit de faire structure avec les matériaux qu'on utilise, et les matériaux utilisés définissent une certaine structure. Et c'est précisément ça la dramaturgie. Il s'agit de trouver la forme qu'on lui donne à travers une structure donnée selon les matériaux qu'on a entre les mains. Les matériaux peuvent différer absolument. Il peut y avoir, par exemple, je cite un exemple d'un travail d'un spectacle sur lequel j'avais travaillé comme dramaturge, un spectacle de Jean-Yves Ruff qui s'appelait Jachère. Il n'y a dans Jachère absolument presque aucun mot. Il n'y a plus de texte. Et pourtant, il y a la dramaturgie partout. En tout cas, le processus qu'on a mené ensemble est absolument un processus traditionnel. Donc là, les matériaux, c'était des corps, des mouvements, des dynamiques, de la lumière. Donc, votre travail, ça va consister à essayer de mettre en forme ce puzzle à travers ces différentes pièces que vous rassemblez. Quand vous parlez de structure, justement, est-ce que vous pourriez aller un peu plus loin dans cette notion de structure ? Oui, alors quand je dis structure, je me rends compte que j'ai beaucoup insisté sur le mot structure. Voilà, le dramaturge est un peu cadré comme ça dans sa tête, un peu trop cadré. Donc structure. Peut-être que j'aurais mieux fait d'utiliser le mot forme. En fait, quand je dis structure, c'est que le théâtre avec la représentation et comment donner forme aux choses avec le médium qui est le sien. Le théâtre, ça me semble l'enjeu principal, et donc trouver une structure juste par rapport au projet du metteur en scène, aux matériaux utilisés et au médium théâtre qui est celui qu'on utilise, me paraît être le travail à faire. Alors, est-ce qu'à ce moment, dans ce temps de travail préliminaire, est-ce que d'ores et déjà, vous prenez en considération la question du rythme, la question du sens, la question, toutes ces dimensions qui vont effectivement se traduire, s'incarner sur le plateau, et qui, au moment où vous préparez, sont encore couchées sur le papier ? Oui, oui, absolument. Enfin, pour le coup, si moi, c'est peut-être une dissociation que je ferais moi dans mon travail. Il y a des dramaturges plutôt universitaires, et puis il y a des dramaturges qui regardent plutôt du côté du plateau. Disons que moi, mon regard est quasiment entièrement et uniquement braqué du côté du plateau, et en ce sens, même si j'utilise effectivement, je travaille beaucoup avec des livres, je vais dans les bibliothèques, mais quand même, je pense toujours au plateau, et donc à des questions de théâtralité, de rythme, une forme d'intuition comme ça de ce que ça va être. Après, je dis ça, et donc je dois préciser qu'évidemment, s'il y a une grande préparation en amont, c'est aussi quand même des processus de travail qui s'infléchissent en répétition. Alors, Kevin Kayes, vous êtes auteur, puisque vous signez en tant qu'auteur. À partir de quels matériaux travaillez-vous ? Comment définiriez-vous votre rôle, auteur, dramaturge ? Comment vous appréhendez cette position particulière qui est la vôtre ? Bonjour. Ça dépend vraiment des projets. En fait, je peux avoir un rôle d'auteur très très traditionnel, dans le sens où j'écris seul chez moi, et ensuite je l'envoie à mon éditrice, et ensuite éventuellement le texte est lu ou publié et joué. En revanche, en ce moment, moi, mon travail il a toujours été très très lié au plateau, et j'ai toujours conçu l'écriture en discussion et en dialogue avec des physicalités, des esthétiques, des metteuses en scène ou des metteurs en scène. Et cette chose-là, elle induit beaucoup aussi le rapport à l'écriture. Alors, prenons l'exemple de ceux qui errent ne se trompent pas, que j'ai cité tout à l'heure. À partir de quels matériaux vous avez travaillé, et comment s'est construite cette matière à jouer, cette dramaturgie ? Alors, Ceux qui errent ne se trompent pas, c'est un projet qu'on a présenté en 2016 au Festival d'Avignon avec Maëlle Poésie, que j'ai rencontré lors de ma scolarité au TNS. Et on avait envie depuis longtemps de travailler sur la question du fantasme du peuple, et sur les représentations de ce fantasme-là.
Et au fil de nos lectures, Maëlle m'a fait lire La lucidité de José Saramago en français, puis je l'ai lu aussi en espagnol, alors que c'est écrit en portugais. Enfin bref, c'était aussi le hasard des éditions qu'on avait sous la main, et à ça se sont mêlées des images qui nous ont beaucoup imprégnées, notamment du Fond de l'air est rouge de Chris Marker ou de l'ambassade. En fait, de ces moments où le basculement politique crée des sortes de huis clos intenses. On s'est beaucoup parlé de l'ange exterminateur de Buñuel. Enfin, je raconte ça parce que l'écriture, elle est liée à une sorte d'addition d'intuition, de matériaux qu'on rassemble, et qui ne sont liés dans un premier temps qu'à de l'intuition. Et c'est ces matériaux-là qui, à mon sens, définissent aussi des enjeux protocolaires qui vont donner lieu à une forme. À partir de quel matériau on va travailler, comment ça se passe. Et on a, avec Maëlle, la chance de travailler depuis longtemps ensemble, donc c'est des imaginaires qui correspondent souvent. Quand je dis correspondance, c'est pas parce qu'on est tout le temps d'accord, au contraire, mais c'est parce qu'on a la chance de pouvoir se retrouver régulièrement pour travailler, aussi en s'enrichissant des projets qu'on a pu mener autre part. Mais pour répondre à votre question initiale, en fait, le texte que moi finalement j'écris, il est lié à une multitude de discussions avec Maëlle, incessantes, et c'est presque un travail dans un premier temps entre le synopsis et un travail de scénariste où on réfléchit en fait on réfléchit le spectacle, la cohérence du spectacle, les enjeux, et une question qu'on se pose souvent, c'est, en tout cas moi qui m'obsède et en tant que dramaturge et en tant qu'auteur, c'est dans quel état j'ai envie que les gens sortent, non pas ce qu'ils se disent, mais physiquement en fait, rythmiquement, sensiblement, qu'est-ce qui les traverse. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais Si, j'essaye. tout à fait, on a même envie d'en savoir plus. Donc une fois que vous avez construit ce synopsis, j'imagine qu'il y a aussi des personnages, que ces personnages à un moment prennent corps, deviennent très concrets parce qu'ils ont des prénoms et ils sont dans la salle de répétition. Et du coup, à partir de ce synopsis, comment va se mettre en œuvre cet aller-retour en fait entre l'expérience, ce qui peut être apporté au cours des répétitions, et puis ce que vous aviez imaginé, comme vous dites, on pense le spectacle, mais c'est une pensée qui est une projection, et puis à un moment, cette projection vient se cogner à la réalité. Absolument. En fait, il y a plusieurs temporalités, et puis je suis assez d'accord avec ce que disait Thomas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un long temps en fait, de maturation, de bibliothèque, de films, d'errance. Et puis, il y a ça, en tout cas, pour parler du travail avec Maëlle Posy, il y a ce moment toujours très jouissif où l'élaboration, c'est pour ça que je parle de co-scénariste aussi, c'est que le nom des personnages ou certains traits de caractère, c'est des choses qu'on va définir ensemble. Ensuite, moi, j'écris dans mon coin, et puis on lit ensemble, on est très obsédé par un sens de la rythmique, donc il y a cette sensation qu'il faut que ça sonne aussi. Et puis tout ce qu'on a prévu ensuite est complètement transformé par les répétitions. Il y a aussi le fait que moi, en tant qu'auteur, je connaisse en amont quelle va être la distribution. Et je sais que ça compte beaucoup, de savoir si c'est un rôle qui va être joué par une femme ou par un homme, comment on va le distribuer, comment politiquement, en fait, on essaie de nommer aussi certaines choses. D'être prudent, par exemple quand on a travaillé sur la réécriture de Candide qu'on a fait il y a quelques années, de se dire que pour nous c'était très important que Pangloss, le maître de philosophie, soit une maîtresse en philosophie. Enfin voilà, c'est des questions auxquelles certaines questions auxquelles on essaye de prendre garde, et ensuite le travail, le deuxième temps, c'est le travail avec les comédiens. Et le travail avec aussi toute l'équipe dramaturgique que sont les collaborateurs, les créateurs son, lumière, scéno. Et effectivement, je pense que l'enjeu, il se déplace par rapport à une forme. C'est-à-dire qu'à partir du synopsis, du canevas, les comédiens font quoi? Ils improvisent? Comment ça se passe? Non, en fait, il n'y a pas de... Le texte, il est écrit. Donc ils arrivent, ils connaissent le texte par cœur. Et en fait, c'est pour ça que ce terme d'écriture de plateau, je ne sais pas trop ce que ça veut dire non plus. Parce qu'en fait, percer un mythe aujourd'hui. Non, c'est pas. Je pense que ça existait vraiment. Il y a, en tout cas, dans ces termes d'improvisation de comédiens qui tentent de, enfin, qui créent, qui inventent le texte avec de l'improvisation. Nous, c'est sûr qu'il y a des séquences improvisées, mais en fait, c'est des choix. Par exemple, ça peut être sur une séquence déjà écrite de se dire, on reprend les enjeux, vous le dites avec vos mots à vous, et on voit ce qui se passe.
Ça a pu être à d'autres moments, en travaillant avec des acteurs étrangers, de se dire si ça passe par votre langue maternelle, qu'est-ce que ça donne? Et puis comment on le dynamise autrement? Puis de se rendre compte qu'en fait, cette séquence-là, elle n'a rien à foutre là et qu'il faut la mettre avant. C'est aussi des questions de montage, en fait, qui sont assez déterminantes. Et puis voilà, comment l'intelligibilité de l'histoire se suit. Et puis après, il y a quelque chose qui, je pense, est propre à peu près tous les spectacles. Et puis c'est des attentions qui sont portées ou non, mais c'est la part accidentelle en fait des répétitions. Quelqu'un qui se trompe, quelqu'un sur un déplacement ou sur un mot peut engendrer une super surprise. Donc c'est aussi être attentif à cet accueil-là. Mais en tout cas, non, il y a le début des répétitions, le texte est en général à 90% écrit. Ce qui bouge le plus souvent, c'est la fin de la pièce. Je trouve ça vraiment terrible de commencer une pièce en sachant déjà par quoi elle se termine. Alors des fois on commence, on a juste une image de la fin, mais ça change. Donc vous vous réservez la surprise. Élise Châteauret, vous travaillez beaucoup à partir de matériaux documentaires en immersion, je le disais tout à l'heure. Et donc, en quoi va consister justement votre travail à partir de ces matériaux documentaires? Je sais que vous avez travaillé aussi avec Thomas sur le sujet, donc n'hésitez pas à vous distribuer les réponses, parce qu'on a des entretiens qui sont une matière brute, qui sont des récits de vie. Moi, j'ai vu avec bonheur Ceux qui demeurent, où une personne raconte son histoire, et il y a un moment, c'est pas son histoire, ça devient l'histoire. Donc, comment est-ce que vous travaillez à partir de ces matériaux de réel, et qu'est-ce qui vous a peut-être... Avant de répondre à cette question, j'en ai une autre qui surgit. C'est qu'est-ce qui vous a donné envie de partir de ces matériaux-là? Alors, ce qui m'a donné envie de partir de ces matériaux-là, c'est une intuition, et j'y reviendrai parce qu'en écoutant ceux qui m'ont précédé, je me dis que finalement, c'est une part très importante chez moi, l'intuition. Donc j'avais une intuition depuis 10 ans, hein, donc c'est une vieille intuition, même plus peut-être, que ce qui me passionnait absolument, c'était souvent la parole des gens que j'entendais. Alors pas tous les gens, la démagogie nous guette vite quand on dit ça, mais en tout cas qu'il y avait des situations dans le monde réel, je vais être très simple, hein, mais dans le bus, à la CAF, là où je vis, qui étaient passionnantes à mon sens. Et finalement, rien ne me passionnait tant que ça. Je fais une parenthèse en disant que j'ai une formation littéraire à la base, et que donc j'ai lu quand même beaucoup de très belles œuvres que j'aime beaucoup et que je connais, mais que rien ne me passionnait tant que de me dire, tiens, comment sur scène, à un moment donné, cette parole-là, qu'on n'entend pas en fait, qui est une parole qui n'est pas entendue, qui n'est pas relayée ou pas comme ça. Comment est-ce que le plateau, ça peut être un endroit où c'est entendu, voilà. Donc ça, c'était une motivation première, qui remonte vraiment à il y a longtemps, presque à l'adolescence, et qui est une motivation politique qui portait pas ce nom-là à l'époque, mais que j'ai identifié comme ça, une envie comme ça que des gens qu'on n'entend pas d'habitude, on les entende. Alors évidemment, il y a plein d'auteurs qui se sont branchés sur cette question et qui ont écrit des textes magnifiques à partir de ces questions-là. Mais moi, j'avais une espèce d'idée comme ça de ponction dans la réalité, et de la mettre sur scène et de voir ce que ça fait, et de faire cette opération-là. Assez rapidement, je me suis rendu compte que, tout comme Thomas, et c'est un point sur lequel on se rejoint, cette opération-là, moi, ne m'intéresse que si effectivement il y a une mise en question, une mise en crise de ce qu'est le théâtre lui-même, et que ça pose la question de la forme. La ponction à l'état pur, comme pas mal d'auteurs metteurs en scène la tentent ces derniers temps, pour moi n'est pas satisfaisante, c'est pas l'endroit où je me situe. Donc ça veut dire que cette matière, donc par exemple, je vais donner des exemples très concrets. Donc effectivement, le dernier spectacle de la compagnie, qui s'appelle Ceux qui demeurent, c'est un spectacle que j'ai écrit à partir d'un entretien avec une femme de 93 ans. Et donc j'ai accumulé comme ça des heures et des heures d'entretien. Et puis ces entretiens sont motivés au départ, pareil, par une grande intuition. Donc je dirais intuition et rencontre. C'est-à-dire que je rencontre cette femme et je me dis tout d'un coup, cette parole-là, de cette très vieille dame, moi je la trouve passionnante et je pense qu'elle peut résonner chez beaucoup de gens. Voilà, je fais ce pari-là. Donc je fais des entretiens avec elle sur des mois et tout ça. Je me retrouve avec une pile d'entretiens grande comme ça. J'essaye d'être juste parce que Thomas dit que je suis marseillaise et que j'en rajoute toujours des tonnes. Donc j'essaye de dire vraiment le vrai tas. Je pense que c'est ça à peu près.
Et là, en fait, j'ai demandé. En fait, à ce moment-là, moi, je sens que j'ai besoin pour avancer d'un dramaturge, et donc j'ai fait appel à Thomas. Moi, l'image que j'aime bien, c'est de dire qu'au cinéma, il y a un réalisateur, il y a un monteur, et que souvent en cinéma documentaire, les films s'écrivent au montage. Et c'est vraiment l'impression que j'ai eue dans le travail de collaboration avec Thomas. C'est-à-dire que moi, j'ai filmé, alors en l'occurrence, j'ai enregistré, j'ai retranscrit, j'ai rencontré. Et Thomas, il est venu avec moi dans la salle de montage. Et on a regardé les rushs. Et on s'est dit, ça, on le garde, ça, on l'enlève. Ça parle de, en fait, ça parle de ça, ce que tu as ramené comme matière. Et quelque part, je trouve que ce rôle-là, il est fondamental parce que finalement, au moment où moi je fais les entretiens, comme au moment peut-être où un réalisateur filme, si je pense, enfin parce que je fais du cinéma ou du théâtre documentaire, si je pousse la métaphore et la comparaison, si je pense déjà complètement, totalement à ce que je veux que la personne me dise pour que ça aille dans mon spectacle, je ne fais pas bien mon travail en fait. Je ne me laisse pas traverser par cette première inconnue, parce que l'inconnu reviendra avec les acteurs après. Donc j'ai besoin d'être absolument dans ce qui se passe sur le moment, qui fait que les choses m'échappent en fait. Et du coup, Thomas, qui n'a pas vécu ces entretiens, arrive avec un autre regard là-dessus et me permet de comprendre aussi plus exactement ce que j'ai fabriqué, quoi. Et donc à partir de là, pour continuer le processus, on fait une première version de texte que j'écris, mais en étroite collaboration avec Thomas. On évacue, on classe la matière aussi, ça c'est un moment très important, où tous les entretiens, on regarde par thème, quels sont les thèmes qui reviennent, comment on peut l'organiser, exactement comme sur un banc de montage. Et ensuite, moi j'écris, et puis on fait des allers-retours. Et la dernière étape, très importante, c'est évidemment les acteurs et la venue sur le plateau. Et là, évidemment, ça recompose absolument tout, parce que, évidemment, les acteurs, sur un plateau, il y a des intuitions qu'on a eues qui étaient justes, il y en a plein qui étaient fausses. Eux-mêmes aussi, très souvent, là, sur la dernière création, ils avaient écouté une partie des bandes, lu une partie des rushs, et des fois, et c'est très heureux, et on les remercie parce que ça apporte des choses super, ils vont chercher aussi dans les rushs des choses qui à un moment donné disent mais ça en fait vous l'avez évacué, mais pourquoi? Et ça nous remet en question et on dit oui vous avez raison, on va aller le rechercher. Et donc ça s'écrit comme ça dans cette espèce d'aller-retour. Je crois que j'ai pas du tout répondu à la question, mais c'était ça la question. Mais c'était ça la question. Et du coup ce travail de dramaturgie constitue c'est finalement sculpter cette matière, c'est-à-dire tout à l'heure je disais derrière cette histoire, l'histoire de cette femme qui raconte sa vie, se dessine l'histoire, et notamment l'histoire de la condition féminine, puisqu'il en est beaucoup question, mais c'est ça le travail dramaturgique, c'est-à-dire arriver à faire apparaître en creux l'écho qui va donner une dimension universelle à cette aventure très intime et très personnelle. On est un peu pauvre en micro. Non, mais ça, c'est une bonne question parce que ça présupposerait qu'on devrait anticiper ce que le spectacle raconte. Non, c'est à partir de la matière. Alors, je vais reformuler la question. C'est à partir de cette matière, des choses émergent, c'est repérer ce qui va émerger et d'une certaine façon le sculpter pour lui donner une forme qui va pouvoir donner un écho, une dimension. Oui. Alors, il y a évidemment le classement fait partie de ça. On se dit ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment important. Et c'est ce classement et cette valorisation de certains des éléments va déterminer une structure et une forme. Mais dire, par exemple, que c'était... alors, il y avait des présupposés peut-être politiques. Effectivement, se contenter de raconter l'histoire intime d'une vieille dame ne suffit pas pour Élise et moi. Donc, il fallait transformer cette histoire dans son rapport à l'histoire avec un grand H, de fait, mais on n'aurait pas pu dire que ça parlait de ça, et je pense que quand le spectacle a été terminé lors de la première, on ne savait pas précisément de quoi ça parlait. En revanche, enfin même exactement, mais en revanche, on savait d'où venaient les choix formels qu'on avait faits pour arriver à cette forme. Et de fait, le spectacle finit par parler d'un tas de choses, et même de certaines choses qu'on n'avait pas anticipées. Mais
J'avais promis qu'on expliciterait ce qui se cache derrière la notion de ciné-théâtre. Ça va nous permettre d'ouvrir le débat justement sur la façon dont résonnent les différents éléments scéniques. Alors d'abord, ciné-théâtre, qu'est-ce à dire? Nous, on dit même ciné-spectacle, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, notre travail à la cordonnerie avec Méthilde, c'est qu'on part d'une œuvre, la dernière fois dans La peau de Don Quichotte littéraire, on a adapté beaucoup de contes, on a adapté Hamlet, Frankenstein également, et on va en faire un objet scénique avec une grande part de cinéma au départ, c'est-à-dire qu'on adapte le Don Quichotte par exemple en faisant un scénario. Donc il y a un premier acte d'écriture, dans une écriture qui ressemblerait à celle d'un scénario, vraiment. Après, on réalise ce film, et ce film est amené sur un plateau, et puis là, il y a une deuxième mise en scène, et une deuxième écriture, qui est l'écriture de plateau à partir de cet objet qu'on a réalisé. Donc un film muet, dont on va refaire tout le son, c'est-à-dire les voix, les bruitages, et également de la musique. Donc notre travail, je dirais, c'est de penser ce spectacle de manière globale, c'est-à-dire au moment où on se plonge dans Don Quichotte, ce qui n'est pas rien, c'est de voir vers quoi on va aller, et puis effectivement voir ce qu'on va vouloir raconter en adaptant ce Don Quichotte de manière relativement décalée par rapport au texte de Cervantes. Alors c'est vrai qu'il est vraiment décalé parce que votre Hidalgo, c'est un bibliothécaire qui a un grand coup de flip au moment de l'an 2000 parce que évidemment il y a le bug de l'an 2000 et on va dire que les plombs sautent à tous les niveaux. Et finalement, c'est une errance que l'on va suivre entre l'Espagne du Sud, les plaines de Picardie. Donc on est presque plus dans l'adaptation, mais dans une transposition qui est extrêmement singulière. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous dire, bon, aujourd'hui, Don Quichotte, qu'est-ce que ça nous raconte? Et il se trouve que ça raconte plein de choses, Don Quichotte aujourd'hui, que c'est devenu un nom commun, que les politiques s'envoient dans la figure en disant tout le monde est le Don Quichotte de quelqu'un d'autre. Et puis, ce qu'on a pu retirer de cette œuvre qui est difficile à analyser, je dirais, c'est cette idée d'idéal qui se heurte sans arrêt au principe de réalité. Ça, c'est assez intéressant dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, on s'est dit, voilà, on a repris l'histoire tout en étant relativement fidèle à la trame narrative de Cervantes. C'est-à-dire, dans Cervantes, c'est l'histoire de quelqu'un qui, à force de lire, il s'assèche le cerveau et il devient fou. Il part à travers les champs en disant « je suis Don Quichotte », voilà. Et donc nous, on s'est dit qu'on allait adapter ça dans cet univers de 1999, donc, et en Picardie, parce que voilà, on voulait un petit peu plomber l'ambiance. Et c'est ce qu'on a trouvé de mieux à faire. Un clin d'œil à nos amis picards. Oui. Non, mais à la fois, on adore, hein, c'est très beau, là, c'est des décors qui, par leur tristesse, sont magnifiques. Et voilà. Et donc voilà, et puis il y a un côté, nous on trouve très savoureux à retourner en 1999 aujourd'hui, avoir un Windows 98 par exemple, ou ce genre de choses. Donc ça nous plaisait bien de rentrer dans ce côté, parce qu'on se rend compte en fait qu'on est nous-mêmes un peu vintage, parce qu'on l'a vécu ça. Et on a vécu cette chose qui nous paraît tellement loin de nous aujourd'hui. Donc voilà, on a utilisé cette histoire de bug de l'an 2000, parce qu'on aimait bien cet événement aussi qui était catastrophe annoncée, qui n'a pas eu lieu. Donc avec 17 ans, 18 ans de recul, on peut en rire, c'est ça qui est bien. Et après, on a construit, à partir du texte de Cervantes, un spectacle un peu en 3 actes qui finalement sont assez classiques dans leur facture au départ. C'est-à-dire il y a un acte en Picardie, un acte dans l'Espagne rêvée, puis retour en Picardie, mais en 2000 cette fois. Et donc voilà, nous, notre travail au départ, c'est un travail d'écriture, mais je dirais qui est, comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est très long, et il y a très peu de part d'improvisation dans ce travail d'écriture-là qu'on mène avec Méthilde à 4 mains.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous intéressez à des œuvres qui sont en général très connues. Si je fais la liste, Barbe Bleue, Ali Baba, Frankenstein, Hamlet, Hansel et Gretel, Blanche-Neige, maintenant Don Quichotte. Et donc tout à l'heure, vous parliez de cette fable que vous adaptiez, mais c'est aussi des fables qui sont présentes, que connaissent en tout cas. Oui, dans l'inconscient collectif. Ça, voilà, c'est super. Ça, c'est une chose qu'on adore, que les gens viennent en fait avec une idée tout à fait préconçue de ce qu'ils vont voir, et puis de leur présenter pas tout à fait la même chose, enfin pas tout à fait ce à quoi ils s'attendaient. Vous écrivez avec ça aussi? Oui, complètement. Et même, par exemple, quand on a fait Ali Baba, grosso modo, tout le monde pense que quand il va aller voir Ali Baba et les 40 voleurs, il va s'emmerder considérablement. Enfin, c'est-à-dire, personne se dit chouette, on va voir Ali Baba et les 40 voleurs. Du coup, comme nous, on l'avait adapté d'une manière beaucoup plus mélancolique et assez loin du conte des Mille et une nuits, c'était assez savoureux de créer ce décalage-là. Et aussi, Blanche-Neige, par exemple, c'était un sujet assez merveilleux pour nous, parce que tout le monde connaît Blanche-Neige. Encore des fois, sur certaines œuvres, il peut y avoir des doutes. Par exemple, les gens connaissent très très mal Don Quichotte. Tout le monde sait ce que c'est, mais personne ne l'a lu. Et nous, on a par exemple repris un principe narratif complètement génial de Cervantes, qui est l'histoire de Cid Ahmed Ben Enreli. Donc, au bout d'un moment, Cervantes, il dit de toute façon, ce que je raconte, c'est pas moi qui le raconte. Moi, j'ai trouvé un manuscrit en arabe dans une sorte de vide-grenier. Je l'ai fait traduire. Et du coup, ça lui permet, quand il le souhaite, de s'arrêter dans la narration, de dire, ou voire de même de dire, là, moi, Cid Ahmed, il dit ça, mais moi, je suis pas sûr. Et c'est en 1600, enfin, je veux dire, 17e siècle, c'est quand même assez génial, je trouve, ce principe-là. Donc nous, on l'a repris, par exemple, au début de notre spectacle, en racontant exactement la même chose, qu'on avait trouvé un scénario dans un vide-grenier, et qu'en fait, on faisait juste que... Et tout le monde le croit. Et ça, c'est vraiment génial. Et donc, c'est une œuvre qui est effectivement assez méconnue, même si tout le monde sait ce que c'est, et à l'image des moulins, peut-être un peu du casque bizarre qu'il a sur la tête. Et voilà, et ce que je voulais dire, ah oui, et par contre, Blanche-Neige, tout le monde connaît. Donc là, l'idée préconçue, elle est vraiment énorme, et en plus, elle est hyper caricaturale, c'est-à-dire que tout le monde connaît grosso modo le dessin animé de Walt Disney, qui est quand même l'histoire d'une petite fille qui adore faire le ménage. Et nous, on avait l'envie, en fait, de l'adapter d'une manière... enfin voilà, du point de vue de la belle-mère, en fait, de cette femme qui finalement est tellement jalouse de sa petite fille qui a 6 ans dans l'histoire des frères Grimm, quand même, c'est très bizarre. Et donc on a pris le contrepoint de ça, c'est-à-dire on a fait grosso modo un Blanche-Neige qui se passe du point de vue de celle qui est traditionnellement la méchante. Et en relisant cette chose, ce conte à l'envers, ça donne une lecture qui nous a paru intéressante, plus moderne et plus en phase avec aujourd'hui. Alors dans l'écriture, on a parlé de l'adaptation, il y a des mots, il y a un texte, un déroulé, un synopsis, mais ce qui se passe sur le plateau, c'est une interaction entre ce film qui est muet, des comédiens, comédiennes sur le plateau, vous êtes également bruiteur, et il y a des musiciens. Donc on a un ensemble qui va écrire l'histoire, à même l'imaginaire souvent du spectateur. Alors comment ça se travaille justement d'un point de la dramaturgie, comment cette dramaturgie plurielle se compose-t-elle? Un petit peu, je dirais, par strate, c'est-à-dire que nous, on va envoyer un premier montage du film qui assure quand même la trame narrative de notre spectacle de manière assez évidente. Donc aux musiciens, les musiciens, eux, vont travailler et composer une musique qui est très importante parce que d'un point de vue d'émotion et tout, elle soutient beaucoup de choses, la musique. En fait, la musique a une part hyper importante dans tous les spectacles et peut-être dans les nôtres en particulier. Et donc il y a ça. Et après, nous, on va travailler sur ce qui est l'aspect bruitage. Donc pour les gens qui ne connaissent pas notre travail, c'est-à-dire qu'on va voir comment, avec des objets du quotidien, comment avec une guirlande de Noël, si on marche dessus, ça fait le bruit de quelqu'un qui marche dans les feuilles, ou avec une canne à pêche, ça fait le bruit d'un vélo, ou un sèche-cheveux, ça peut faire un avion qui décolle si on souffle comme ça dans le micro. Et donc on a tout un travail de recherche comme ça, qui lui est complètement empirique. Enfin, je veux dire, on achète énormément de choses qu'on étale sur des tables, et après on teste pendant la durée. Et après, il y a le jeu d'acteurs et la mise en scène globale, je dirais, les déplacements, comment les choses s'agencent les unes avec les autres. Et on avance de manière, pour le coup,
quand les gens viennent voir nos répétitions, ils se font beaucoup de soucis pour nous. Vraiment. Nous, on a vu quelqu'un qu'on connaît très bien, qui était venu 4 jours avant la première et qui est repartie toute blanche parce qu'elle pensait vraiment que... C'est-à-dire qu'on on avance de manière extrêmement... tout avance en même temps, donc on a l'impression que rien n'avance vraiment. Mais pourtant, on avance. Et donc voilà, les choses... je pense quand même qu'on se repose sur une chose qui est très importante, c'est l'expérience. C'est presque 20 ans qu'on fait ça, donc on sait, maintenant, on a moins peur et on sait que les choses avancent de cette manière... un peu bizarre, quoi, qui est très atypique pour quelqu'un qui a déjà vu une répétition de théâtre où les choses sont mieux agencées et où on voit une scène qui avance vraiment sur sa durée, alors que nous, des fois on répète 3 minutes et on s'arrête pendant 2 heures pour régler des problèmes techniques ou pour trouver un bruitage, donc on nous voit des gens, on est en train de trimballer des Tupperware derrière, tout le monde se demande ce qu'on fait et pourtant on travaille, quoi. Alors c'est vrai que vous avez une collection d'objets absolument impressionnante, vintage comme vous dites. J'imagine que c'est pas facile à trouver. Alors une petite question qui constitue un pas de côté, parce que vous avez parlé de l'émotion de Windows 98 que je peux effectivement partager, mais néanmoins les spectacles que vous concevez s'adressent au jeune public, et ça fonctionne effectivement très bien. J'ai pu le tester dans la salle. Et en même temps, ces jeunes gens-là, Windows 98 n'était peut-être que très 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 vaguement un songe de leurs parents. Ils n'ont pas connu toute cette époque, toute cette esthétique. Alors comment l'adresse au jeune public s'inscrit-elle dans ce travail dramaturgique que vous développez ? En fait, particulièrement pour Don Quichotte, là, le jeune public, on n'y a vraiment pas du tout pensé pendant l'écriture. C'était vraiment le cadet de nos soucis, parce qu'on le donnait normalement à partir de 12 ans. À partir de 12 ans, on peut voir plein de spectacles. Voilà. Le code pour savoir à partir de quel âge est un spectacle est vraiment très compliqué. C'est-à-dire qu'on n'a pas des petits tableaux, on met des croix, puis après ça donne on ne peut pas savoir. Après, nous, on a des formes qui sont extrêmement... ludique, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses à voir et donc je pense que de toute façon elles intéressent les plus jeunes, mais avant nos spectacles étaient donnés, par exemple Blanche-Neige, c'est un spectacle qu'on donne à partir de 8 ans et on savait dès l'écriture qu'on allait le donner à partir de 8 ans, donc là on se pose des questions sur ce qu'on peut dire, on peut pas, en fait et il y a forcément nous dans notre écriture des strates, c'est-à-dire des choses qui ne s'adressent pas du tout aux enfants, qui sont et c'est un autre côté. Quand on parle de 1989, pour les gens qui l'ont vécu, c'est autre chose. Donc ça leur dit vraiment rien non plus aux enfants. Et à la fois, parfois, ils voient leurs parents, qui étaient même des adolescents en 89, qui à la fin sont émus parce qu'ils ont revu un peu leur adolescence avec leurs adolescents à côté d'eux. Est-ce que c'est Blanche-Neige ou la chute, la chute du mur de Berlin, voilà. Excusez-moi. Voilà, et donc je dirais que l'écriture pour les plus jeunes, nous vraiment nos spectacles, on n'a jamais fait des spectacles pour les enfants, c'est vraiment pas du tout notre façon de penser. Je pense que si on fait un spectacle comme ça, je vois pas comment on peut faire un bon spectacle. C'est-à-dire que si on l'adresse forcément, ça veut dire qu'on exclut certains spectateurs, et nous, à part des très jeunes spectateurs, mais on veut faire des spectacles qui sont accessibles à partir d'un certain âge. C'est-à-dire de se dire, tiens, quand on a 8 ans, on peut voir Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin, ou quand on a 12 ans, on peut aller voir Don Quichotte, parce que ça, même si ça raconte des choses un peu dures et parfois un peu étranges, voilà. Donc c'est plutôt de se dire, tiens, ça va être accessible, parce que finalement, qu'est-ce qui rend inaccessible un spectacle aux plus jeunes ? C'est la question qu'il faut se poser. La sexualité, l'extrême violence, et éventuellement l'ennui que pourrait leur provoquer certains sujets. Donc voilà, il faut essayer d'éviter ces 3 choses. Et on s'en sort, d'accord. Merci du conseil, on va essayer de l'appliquer. Alors tout à l'heure, on parlait de processus collaboratif, et je vais faire maintenant appel à vos expériences des uns et des autres. On est un tout petit peu rentré dans la salle de répétition, mais pas complètement.
Et donc, dans ces processus collaboratifs, qu'est-ce qui change au fond dans l'organisation du travail? Qu'est-ce que vous, par exemple, Marcus, vous avez pu constater de vos observations et puis aussi de votre propre travail, puisque comme je le disais, vous êtes à la fois metteur en scène et vous êtes collaborateur de metteuse en scène, en l'occurrence Christine Chatailly. Et vous pouvez réagir aussi et apporter, bien sûr... Oui, non, il y a pas mal de choses qui ont été dites avec lesquelles je suis pleinement d'accord concernant l'écriture de plateau, l'importance de la musique, la rythmicité, c'est des choses qui me sont très chères. Oui, alors, juste pour préciser, moi je ne fais pas, en tout cas pas dans le sens, si l'on peut dire canonique du terme, du processus collaboratif, enfin tel que le terme a été proposé pour définir ce genre de création au Brésil. En revanche, je crois en la dramaturgie, la construction dramaturgique comme quelque chose de forcément, qu'il y ait une metteuse en scène ou un metteur en scène attitré, qu'il n'y ait pas de metteur en scène du tout, dans n'importe quel processus de création théâtrale, de création qui est, et si c'est théâtral, c'est forcément collective, que les fonctions soient établies ou pas. Donc la dramaturgie comme quelque chose de délicieusement fragmentaire et parfois contradictoire. À part peut-être Bacchante, qui était le dernier spectacle que j'ai mis en scène, où il y avait quand même une matière textuelle, une base, une structure déjà proposée en amont, à savoir le texte d'Euripide, mais qu'on a quand même un tout petit peu malmené par-ci par-là. Dans mes autres créations, j'aime bien dire que la dramaturgie est la dernière à arriver. La dramaturgie dans le sens de le fil rouge, le tissage, c'est-à-dire, ou dans le sens de montage, comme tu dis, Élise, justement. Je travaille beaucoup avec... Ce qui me permet de poser le cadre, en général, ce n'est presque jamais un texte, ou en tout cas une pièce de théâtre, mais très souvent un dispositif, par exemple. L'espace. On va travailler dans tel dispositif avec telle contrainte, un dispositif qui est évidemment lié à un concept, donc à une envie de justement... questionner, titiller, interroger la forme du théâtre dans sa manière de se faire au jour d'aujourd'hui, pour les spectateurs d'aujourd'hui, et surtout, une chose qui, moi, m'intéresse beaucoup, la relation entre les acteurs et les spectateurs, la scène et la salle. C'est-à-dire, pas pour les confondre, pas pour dire que les spectateurs sont au même endroit que les acteurs. Je pense que c'est très bien qu'on soit à des endroits différents pour qu'il puisse y avoir rencontre. Et en général, quand je parle de ça, de trouver une place ou une relation scène-salle un peu différente, un peu bousculée, c'est en général pas pour les spectateurs, mais pour les acteurs. Pour nous mettre dans un état d'attention, de réaction un peu plus épidermique à l'instant et à l'instinct, et pourquoi ne pas le dire, de vulnérabilité aussi, qui peut-être peut nous faire sortir de certains sentiers battus et avoir une écoute un peu plus fine. Je parle d'écoute à dessein parce que justement, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est le travail de l'écoute, un travail très fin de l'écoute entre les acteurs et les spectateurs, d'où le fait de proposer des dispositifs qui peut-être peuvent nous donner de nouvelles pistes par rapport à cette écoute collective. Et donc je dis que la dramaturgie est la dernière à arriver parce que une fois le concept et le dispositif choisi ou proposé, commence un travail de rassemblement, de mise en commun, de mise en choc de matériaux. Très divers, pour donner l'exemple de théâtre, qui était le spectacle que j'ai créé il y a 3 ans et qui était donc au festival JT16. C'est un spectacle sonore, ou plutôt sonore, puisque le spectacle se déroule dans le noir absolu. On ne voit pas son nez, on ne voit pas sa main, ni les acteurs ni les spectateurs d'ailleurs, pendant 1h20, 1h25.
Et nous sommes 50 interprètes, acteurs et actrices. J'ai dit nous sommes parce que je suis aussi sur scène avec elle et avec eux. Et c'est un spectacle en 37 langues. 37 langues du monde, quoi, des 5 continents. Et tous les matériaux qu'on a mis en commun sont a priori d'ordre sonore. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut raconter, qu'est-ce qui peut faire dramaturgie avec des sons. Et ces sons, le verbal y entre, bien sûr, mais en tant que manifestation parmi d'autres du sonore, d'où la pluralité des langues. Donc il y avait de la voix parlée, la voix chantée, la voix criée, la voix pleurée, la voix proférée, des textes théâtraux, pas théâtraux, philosophiques, romanesques, antiques, contemporains, écrits par les acteurs ou pas, improvisés par les acteurs ou pas, de la voix chantée bien sûr, des chœurs, des improvisations. Et pour le chant, ça allait de chant médiéval jusqu'à une mélodie de Debussy, en passant par plein d'autres choses. Et on me posait souvent la question, est-ce que ce n'est pas très difficile justement de faire travailler, de faire chanter, de faire s'harmoniser 50 personnes qui vont de 20 à 70 ans en 37 langues. Et moi je dis que le plus difficile justement c'était d'en dégager une dramaturgie. Pour moi, le travail le plus difficile là-dedans, c'était et je le revendique, cette construction comme une dramaturgie. C'est une dramaturgie qui n'est pas diégétique, qui n'est pas fabulaire, si on peut dire ça comme ça, qui n'est pas dramatique, mais qui est bien là, sauf qu'elle est agencée sur un principe musical, un principe plus sensoriel. C'est plus une dramaturgie des sens sensibles plutôt que du sens sensé, si on pourrait dire ça comme ça. J'emprunte la dichotomie, le binôme à Jean-Luc Nancy. C'est donc qu'est-ce qui vient après quoi? Qu'est-ce qu'on raconte si on met si on fait interagir par exemple un chœur masculin mobile qui traverse l'espace scénique en diagonale en chantant un chant corse à 3 voix et qu'on fait frotter ça, qu'on met ça en choc avec un texte dit très faiblement par une femme immobile assise en filipino, donc la langue nationale des Philippines, et ou un trava-linguas qui est une espèce de virelangue en guarani par une des actrices qui est paraguayenne, qui est progressivement bouffée, engloutie par un chant grégorien. Qui est chanté par un des acteurs et qui devient de plus en plus fort parce que l'ensemble du chœur adhère au chant grégorien, donc la voix guarani elle est engloutie par le chant grégorien. Donc des choses qui évidemment nous racontent des choses, mais on n'a pas la prétention de tout raconter, et c'est formidable d'entendre après le spectacle ce que trouvent les spectateurs en tant que dramaturgie, et la myriade, la profusion d'images visuelles, parce que les spectateurs parlent souvent en termes visuels de ce spectacle alors qu'ils n'ont littéralement rien vu. Et c'était le cas aussi, alors très rapidement, le spectacle suivant, Intranquillité, qui comme son titre laisse deviner était construit à partir du livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa, qui est certes une base textuelle immédiatement identifiable, mais qui est quand même un livre de sable. C'est-à-dire il y a plus de 400 fragments qui peuvent faire de 3 mots à 8-9 pages, et qu'on s'est approprié, encore une fois, pour les mettre en frottement, en choc, avec un dispositif, un concept, c'est-à-dire là, pour le coup, le dispositif, je n'ai pas parlé pour le dispositif de théâtre, je fais juste une parenthèse. Dans le théâtre, on était 50 justement parce qu'on entoure les spectateurs, donc les spectateurs sont assis en cercle, en 2 rangs, ça fait 80 spectateurs pour 50 acteurs, c'est absolument pas rentable comme projet, mais sachant qu'au départ c'était 50-50, mais bon. et Intranquillité, c'est un grand cabaret, c'est un grand resto, avec une 30aine de tables, on peut accueillir 120 spectateurs,
où acteurs et spectateurs sont attablés. Les serveurs sont des acteurs, les musiciens sont des acteurs, et la frontière est très mouvante. Il peut y avoir toutes les interactions possibles entre les acteurs et les spectateurs. J'ai entendu des histoires très belles pas forcément des histoires d'amour, mais au moins des plans d'un soir qui ont eu lieu entre des acteurs et des spectateurs grâce à la tranquillité, parce que ça danse ensemble, ça boit beaucoup. Et donc, c'est merveilleux le théâtre. Hein. Et donc ce n'est pas que du coup on essaye de mettre en scène ou d'illustrer ou de transposer à la scène le livre de la tranquillité, mais de faire dialoguer cette dramaturgie volontairement fragmentaire, qui est celle du livre de la tranquillité, avec d'autres dramaturgies volontairement fragmentaires, qui sont celles de l'espace, des migrations permanentes entre acteurs et spectateurs, de la musique, parce qu'il y a beaucoup de musique, vu que c'est un cabaret et qu'on danse, et du hasard des rencontres entre acteurs et spectateurs. Alors c'est vrai que c'est, pour avoir assisté à théâtre, hein, c'est une dramaturgie très surprenante qui fait appel à tous nos sens, puisque on sent les comédiens passer autour de nous, on les entend parfois chuchoter à nos oreilles, et c'est une dramaturgie qui connecte, je pense, chacun des spectateurs très intimement et à son imaginaire. Et donc effectivement, ça ne m'étonne pas que chacun puisse vous déployer des myriades d'images, toutes très très différentes les unes des autres, puisque c'était pour moi un des principes actifs, en tout cas, de cette dramaturgie, et aussi de pouvoir faire un peu entendre la résonance entre la cacophonie du monde et puis peut-être nos cacophonies intimes. Et donc il y a quelque chose de très efficace en même temps dans ce lien qui est créé entre le être ensemble et être en soi au cours du spectacle. Et on voit l'importance du dispositif, l'importance du protocole, et j'en viens à vous, Kevin, puisque vous avez créé Pavillon Noir avec les auteurs du collectif Traverse, selon un protocole très particulier. C'était pour le collectif Osso, qui est un collectif de comédiens. Et j'aimerais que vous nous explicitiez un petit peu justement le protocole que vous avez imaginé donc sur cette création qui parle de la piraterie. Alors peut-être quelques mots d'explication sur la thématique et ensuite sur le protocole et pourquoi ce protocole. On s'est rencontrés avec le collectif Traverse en 2015, en janvier, donc à une période qui était assez compliquée pour écrire, juste après les attentats, et on était chacun, les auteurs du collectif, à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, le Centre national des écritures du spectacle, à écrire des projets personnels. Et je pense que le contexte était tel que le soir on se retrouvait un peu plus tard que prévu, et en se faisant lire les uns les autres ce qu'on écrivait, il y a une sorte d'élection humaine, affective, littéraire, artistique assez forte, et on a décidé de créer un collectif d'auteurs qui se conçoivent comme une troupe d'acteurs, enfin comme une troupe qui puisse fonctionner ensemble, qui puisse réfléchir littérairement et mutualiser aussi les enjeux de nos projets. Ce qui nous permet de travailler chacun de nos côtés sur des projets très radicaux et en même temps de se retrouver. Et il y a eu, il y a 2 ans et demi, une rencontre assez ouf en fait, avec le collectif Osso, qui a gagné le festival Impatience en 2015, qui a eu le double prix du jury et du public pour un spectacle qui s'appelle Timon Titus. Et on s'est rencontrés un été... l'été 2015, donc très peu de temps nous après la création du collectif, 6 mois après, et il y a vraiment une sorte de coup de foudre humain sur les envies qu'on pouvait avoir à travailler ensemble. Le collectif Osso est un collectif d'acteurs qui fait intervenir dans ces spectacles des gens extérieurs à leur collectif, en général des metteurs en scène, et là ils avaient envie de travailler avec un auteur pour écrire leur prochain spectacle. Et ils nous ont rencontrés tous les 7, et il y a eu cette idée un peu folle à tous les niveaux, parce que ensuite convaincre les tutelles et convaincre les lieux que 5 acteurs et 7 auteurs pouvaient travailler ensemble sans metteur en scène, ou sans metteuse en scène, c'était un sacré pari. Et on a créé le spectacle il y a peu de temps. Il est en train de jouer en ce moment, il est au CDN de Tours, il était au CDN de Rouen il y a quelques jours, et on l'a créé au Gallia Théâtre à Saintes et puis au TNBA.
en partenariat avec le 104 qui nous a accueillis, et le spectacle il jouera la saison prochaine. Mais en fait, cette rencontre, elle a été très déterminante parce que le choix premier du spectacle, du collectif Osso, c'était de travailler sur la notion de piraterie. Et avec les auteurs, on s'est retrouvés tout seuls pendant presque 10 jours à parler à bâton rompu en permanence. Et on leur a proposé, nous, de travailler sur la piraterie contemporaine et sur le dark web, et reprenant des enjeux qui leur étaient chers, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait contre-pouvoir en ce moment, et comment inventer un spectacle qui mêlerait le virtuel et le réel sur le plateau sans jamais avoir recours à des technologies contemporaines. Comment en fait le virtuel réinvente le concret du plateau. C'était voilà, un enjeu formel assez fort. Et le deuxième énorme enjeu qu'il y avait, c'était comment on écrit à 7 auteurs. Et pour ça, en fait, il y a eu une multitude de protocoles essayés, dont l'un des principaux était de se dire que chaque auteur écrirait pour un acteur. Et ensuite, on s'est inspiré de modes de fonctionnement. Je raconte ça rapidement parce qu'il y a eu énormément de protocoles sur 2 ans et demi qui ont été essayés, aboutis, ratés, d'invention de comment on discute à 16 aussi des enjeux, et de la forme et de l'esthétique, et ensuite comment on le met en scène une fois que le texte il est écrit. Mais ce qui était déterminant pour nous, c'était de réinventer avec en fait l'imaginaire qu'on peut avoir, je pense beaucoup pour notre génération, l'importance du montage, et ça je rejoins complètement ce que tu disais, et d'inventer ça avec le showrunning américain, c'est-à-dire comme les pools d'auteurs de séries, comment nous on pouvait se fédérer en tant qu'auteur et se dire, bah voilà, enfin se passer des commandes nous-mêmes en disant, voilà, toi tu vas être spécialiste de tel passage, de tel personnage, un tel et un tel vont s'occuper du montage, toi tu coupes, toi tu corriges, et puis ça change en permanence. Il y a des choses qui ont été essayées en impro, puis des choses qui étaient totalement écrites. Voilà, ça a été vraiment une hydre étrange. Quand même 7 auteurs, c'est-à-dire 7 individualités, plus autant de comédiens, donc autant d'individualités. Alors comment tout ça, ça arrive à s'accorder par magie, comment est-ce que on arrive à orchestrer ce processus? Parce que moi, ça me paraît assez magique en fait quand je vous écoute. D'abord, il n'y a pas de figure d'autorité du tout. Donc à la fois c'est super, et en même temps quand on a des questions, on n'a vraiment personne vers qui se tourner pour savoir comment ça se passe et ce qu'on fait. Donc on vote. Et pour voter, en fait, on discute fort longuement. Donc on attend son tour de parole, on s'organise, on comprend comment on peut prendre la parole ou pas. Et en tout cas, on se met d'accord sur le fait que ce type de débat, qui était très long et qu'on a appris à mener, ne doivent pas polir le matériau, mais doivent justement servir à vivifier les angles droits. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi garder des radicalités de propos, d'engagement, des radicalités formelles, protocolaires. Et je pense que la richesse des auteurs, c'était qu'on ne fonctionne pas du tout pareil. Et qu'il y a des moments où on était vraiment d'accord, des moments pas du tout d'accord, avec les comédiens aussi. Mais c'était aussi de dépasser les antagonismes en conservant les marques de rupture. Il y a un maître mot en général en dramaturgie, c'est la question de la cohérence. Alors, une cohérence à angle vif, est-ce que ça fonctionne alors ? Je pense qu'en fait, le choix du propos était aussi lié à ça. C'est-à-dire que travailler sur le dark web et sur le virtuel et sur ce qu'on zappe, ce qu'on voit, ce qui est présent, tout en étant une continuité de notre réalité, ça portait en soi, en fait, je pense, des enjeux formels qui nous intéressaient déjà et qui acceptaient que dans la dramaturgie globale, il y ait des formes différentes. En revanche, nous, on était très attentifs au fait que jamais ça ne doive devenir un exercice de style ou une démonstration de force de telle ou telle écriture. Donc il y a eu aussi un travail pour se mettre au diapason stylistiquement. Alors concrètement, ça s'est passé comment ? Vous étiez tous présents tout le temps ? Comment ça s'est organisé Au tout début, on a quand même un peu testé les choses entre l'envie et la réalité. On avait d'abord eu une petite semaine au 104 pour se demander si c'était faisable, si c'était réalisable et si intellectuellement, physiquement, ça matchait aussi sur scène. Et donc, on avait, nous, inventé des protocoles d'écriture qu'on proposait aux comédiens qui réagissaient par rapport à ça sur scène. Mais
en fait, il y a énormément d'étapes qui sont différentes, donc ce serait difficile de tout résumer là en peu de temps. Ce qui est certain, c'est que, en fait, le projet, il était complètement inédit, et pour nous, enfin moi, je crois que c'est l'expérience théâtrale la plus incroyable que j'ai pu vivre, parce que ça nécessitait en permanence de tout réinventer. Et qu'effectivement, dès qu'un protocole se dévitalise un petit peu, il faut trouver une solution, il faut réinventer. Je suis assez d'accord avec ce que tu disais, quand tu sais qu'on tout avance en même temps, et que des moments, on a l'impression qu'on ne voit plus ce qui avance, parce qu'il fallait que voilà, la scéno sorte en même temps, le son, la lumière, les dialogues avec les différents collaborateurs. En revanche, il y avait des temps effectivement déterminés, on était tous ensemble, et des temps où nous, les auteurs, on était tout seuls, et puis des temps où on était vraiment tout seul. C'est-à-dire on pouvait écrire chez soi, ou il y avait certaines séquences qu'on écrivait à 2, des fois à 3. Alors on s'est rendu compte que plus on était nombreux sur une séquence, plus c'était difficile, mais qu'en revanche, on pouvait être plusieurs sur des relectures et du montage. Et qu'en fait, finalement, la cohérence du spectacle, elle tient dans ce que je pense que tout le monde est passé sur à peu près la totalité du spectacle. Et ensuite, il y a eu le plateau, qui était encore une autre bibine. Vous êtes tous intervenus également dans ce processus? On était tous là jusqu'au dernier jour, ouais. Mais aussi avec des envies en fait qui étaient différentes. On a créé des sous-groupes, un groupe qui était chargé de la scénographie, un groupe qui était davantage en lien avec la scéno et la lumière. En même temps, il fallait que le groupe scéno et lumière se voient régulièrement. Moi, j'ai fait partie du groupe transition, par exemple. On gérait notamment les transitions de plateau. Mais c'était très très jouissif en fait de voir comment en permanence il fallait qu'on fasse des pas de côté par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire chacun dans nos écritures et dans nos esthétiques de spectacle. Et je pense que pour chacun en fait il y a des choses qui sont incroyables et dont on est très fier globalement, puis des séquences, des passages qui sont moins tolérables. Mais c'était des choses qu'on a décidé de conserver aussi. C'était important de se dire, moi, je me reconnais moins là-dedans, mais en revanche, ça, j'y adhère totalement. Et le spectacle, je pense qu'il est riche de ça. Un spectacle d'équipe, voilà, pour un prototype. Élise, vous nous parliez tout à l'heure de l'épreuve du plateau, c'est-à-dire qu'on a effectivement conçu en amont, on a beaucoup travaillé, on a collecté, on a monté, etc. Et puis à un moment, ça passe sur le plateau, donc à travers le corps des acteurs et puis à travers l'espace. Dans ce qui demeure, il y a une scénographie qui est très composée avec, je vous laisserai en parler, mais avec donc des photos qui sont comme des ex-voto de cette vie. Comment ça se passe dans l'organisation justement, puisqu'on est là dans le concret des choses, quand on passe à cette phase? Eh ben, nous en tout cas, ce qui se passe, c'est que donc on a commencé donc à lire la première étape de texte. Bon, je vais parler de ce qui demeure, puis je parlerai peut-être après du projet d'après pour donner un autre angle. Donc ce qui demeure, on a fait une première version du texte à partir de toute cette pile d'entretiens là. Et donc on a essayé un peu au plateau, et puis en général, en tout cas là, ça marchait pas tellement, quoi, la première version du texte. Donc du coup, mais ce qui est très intéressant en fait dans le pas tellement, c'est que il y a quand même une chose. Quand je repense à cette toute première version et à là où on est arrivé, bizarrement, étonnamment, il y a des choses il y a des idées et des concepts qui étaient là en fait, mais qui se sont traduits de façon différente, mais qui sont toujours là quand même. Bon, ça c'est assez beau, je trouve, comment finalement les toutes premières idées elles voyagent. La question c'est comment elles trouvent leur forme, quoi. Donc voilà, donc on a commencé avec les acteurs, on a regardé un peu, on a vu que ça posait plein de questions, parce que effectivement, moi la grande question du travail que je mène, c'est comment faire du théâtre à partir d'un entretien avec quelqu'un, quoi. Donc c'est pas simple, parce qu'un entretien avec quelqu'un, c'est beaucoup du récit finalement, concrètement. C'est du dialogue, mais du dialogue qui ressemble à un entretien. Donc il y a quelqu'un qui pose des questions. Des fois, quand même, la personne qui pose des questions se met elle-même à faire du récit. Mais bon, globalement, tout ça, ça fait du récit. Ça fait beaucoup de récit. Donc du récit, ça veut dire que ça fait beaucoup de potentiellement monologues, par exemple. Donc comment, tout d'un coup, sur un plateau, ça devient actif? Comment il y a quelque chose qui se met à être performatif, au sens où c'est pas juste une histoire qu'on raconte, c'est quelque chose qui agit, quoi. Et ça, évidemment...
c'est les acteurs qui viennent avec leur réalité, leur corps, leur voix, poser cette question-là, déranger absolument ce qu'on a commencé à mettre en place. Et donc, en fait, ce qui s'est passé pour ceux qui demeurent, c'est que à un moment donné, on s'est rendu compte que ce qui était intéressant, c'était autant le contenu de ces entretiens que le processus de travail et la façon dont ces entretiens, on essayait d'en faire du théâtre. Et en fait, on en a fait le sujet de la pièce, à mon sens, autant que l'histoire de cette femme qui résonnerait dans l'histoire de tous ou pas, selon les gens. Et donc, finalement, on s'est passionné sur la question de la théâtralité, c'est-à-dire de se dire, en fait, cette matière-là, pourquoi on l'a choisie, pourquoi on n'a choisi pas une autre, c'est parce qu'elle nous permet, à nous, là, aujourd'hui, cette équipe-là, de re-questionner de A à Z ce qu'est le théâtre. Voilà. On n'a plus de certitude, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas comment faire avec cet entretien, on ne sait pas comment ça peut tout d'un coup créer réellement quelque chose qui fait théâtre, c'est-à-dire qui agit sur les gens. Et on est obligé de le re-questionner absolument, quoi. Et je pense que c'est pour ça, en fait, précisément, que c'est cette matière-là qui nous intéresse. Je disais tout à l'heure que c'était parce que la parole des gens, elle me passionne, elle me touche infiniment, etc. C'est une part de la réponse, mais c'est aussi, cette parole-là, c'est une façon d'être en relation avec les autres et avec le monde. Et cette relation, elle s'active au moment où la théâtralité elle-même, elle se met en jeu, quoi. Elle se met en crise. Donc je dirais que ce qui était très intéressant quand le reste de l'équipe arrive, c'est que chacun, à son endroit, acte cette crise, en fait, cette difficulté à faire théâtre avec ça. Une difficulté qui peut être hyper joyeuse, hein. C'est pas que l'horreur, on se dit oh là là, mais pourquoi on a choisi cette matière, c'est affreux et tout. Mais du coup, c'est une crise joyeuse parce que c'est une crise qui remet tout à zéro, quoi. Comment on fait ? Il n'y a pas de personnage, il y a juste cette matière, et comment ça vient questionner le théâtre ? Et le dispositif scénique, évidemment, est une réponse fondamentale parce que c'est ce qui permet de mettre ces décors dans un espace et que effectivement, le dispositif scénique lui-même raconte une partie de l'histoire qui se passe de mots et qui, par moments, est assez salvatrice quand on est justement sous l'eau en se disant « mais qu'est-ce qu'on va faire de ces entretiens ?» Et là, tout d'un coup, oh miracle, la scénographie raconte quelque chose par elle-même. Et là, nous sommes tous très soulagés pour un moment. Non mais voilà, chacun à son endroit aussi vient répondre en fait. Et pour répondre sur le collaboratif, ce que je pense c'est que quand même, bon, quand on part comme ça de rien en fait, parce que c'est bien ça dont il s'agit. En fait, il y avait rien et puis on essaye de faire un spectacle. Moi, je crois quand même que le fait d'être une équipe, de se connaître, d'avoir un langage commun, de construire ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que c'est quand même un enjeu de taille. On est quand même un peu zinzin, quoi. On se complique carrément la tâche, quoi, de partir sans rien. Donc quand même il faut une équipe, il faut une bonne équipe, bien solide, bien solidaire et qui va se dire ok on tente ça, quoi. Donc je dis tout ça parce que le prochain spectacle on a décidé qu'on prenait la même équipe et on l'a décidé parce que finalement on s'est dit ok on a relevé le défi une fois, on s'est posé déjà tout un tas de questions par rapport à qu'est-ce que ça engendre comme question de théâtralité de travailler là-dessus. Donc ces questions-là pour les approfondir et pour aller plus loin. On a repris les mêmes acteurs, enfin il y a deux nouveaux mais on a repris les deux mêmes comédiennes. Et on a d'ailleurs acté au sein de la compagnie qu'on partait sur en tout cas moi je m'engageais à employer la même équipe pendant 3 spectacles comme un cycle que je proposais pour justement aller au fond de ces questions-là de comment on fait du théâtre avec cette matière-là. Donc je pense que évidemment le théâtre est un sport d'équipe, c'est fondamental et que c'est un patrimoine en fait. Moi je le ressens là vachement, c'est-à-dire que ce qu'on construit avec les gens, c'est une recherche en fait. On cherche un truc, on ne sait pas bien comment faire et quand on a fait déjà un premier spectacle, on a déjà quelques éléments de réponse et du coup on peut aller plus loin dans la deuxième étape et c'est évidemment ce qu'il y a de plus précieux en fait. Alors c'est ce que vous allez faire avec Saint-Félix. Je m'étais donné comme objectif de cette rencontre de savoir où était Saint-Félix, puisque c'est le thème central de votre prochaine création et c'est un hameau perdu quelque part, dont on voit une position sur une carte mais tellement en loupe qu'on n'arrive pas à deviner où ça se situe. Et donc c'est un hameau que vous avez décidé d'explorer comme pouvant potentiellement révéler autre chose que
cet immobilisme d'apparence, et vous avez décidé justement de l'explorer en équipe, puisque dans ce processus d'enquête, si j'ai bien suivi, vous emmenez à tour de rôle comédiens, scénographes, créateurs lumière, dramaturges. Donc tout le monde se retrouve à Saint-Félix. Oui, donc pendant 6 mois, on a effectivement décidé, donc c'était la première fois, ça, moi j'ai décidé qu'en fait les entretiens, j'allais y associer le reste de l'équipe. Donc si on reprend la métaphore du cinéma, que quelque part l'équipe serait là pour le tournage. Et donc du coup on a effectivement été sur des sessions d'1 semaine avec différentes personnes de l'équipe. Et je dirais que bon, ça c'est une expérience qui est en cours, donc on va voir un peu exactement ce que ça amène et ce que ça apporte, mais étonnamment en fait je dirais quand même que pendant les entretiens avec le reste de l'équipe, c'était quand même plutôt moi qui menais l'entretien toujours, enfin finalement que c'était difficile de partager la question de l'entretien, même si les autres posaient des questions et tout ça, mais comme une façon de que c'était moi qui avais fait tous les entretiens, enfin finalement qu'on aurait toute la somme et tout ça, donc ça m'a questionné comme ça sur la potentialité, enfin qu'est-ce que ça change de faire un entretien à plusieurs, même si on n'y allait jamais à plus de 2 en fait, comme si il fallait quand même toujours qu'il y ait une forme d'interlocuteur privilégié, quelqu'un qui quand même a la maternité du projet, c'est toujours moi qui exposais le projet, qu'est-ce que c'était que le projet et tout ça. Donc c'est une façon d'associer à un autre endroit, mais par exemple, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir comment on va travailler dans le spectacle sur le souvenir en fait, de ce que ça a laissé à chacun, comment cette tresse-là, elle s'imprègne, et comment on le retrouve. Mais c'est une expérience qui est en cours en fait, donc je sais pas encore exactement ce que ça va avoir apporté. Je pense qu'il y a une chose très simple, c'est que on a gagné vachement de temps, parce que du coup quand même les gens c'est pas pareil de devoir relire 250 pages d'entretien en n'ayant pas la moindre idée de qui on parle, de où ça se passe et tout ça, et puis d'y avoir été sensiblement quoi. Voilà ce que je pourrais dire. Je sais pas si tu veux rajouter, parce que toi Thomas t'es venu à Saint-Félix, mais alors Saint-Félix c'est où? Non mais ça on le dira pas, c'est sûr qu'on le dira pas. Parce qu'en fait, il y a 20 Saint-Félix en France, et donc c'est une enquête, donc on a interrogé les 20 habitants de ce petit hameau, et l'idée c'est que comme ça, chacun peut rêver à son Saint-Félix. D'ailleurs, dès la rentrée des vacances, il y avait plein de gens qui me disaient « Ah, mais tu sais que cet été, j'ai pensé à toi, j'étais juste à côté d'un petit bled qui s'appelle Saint-Félix. » Et ce n'était jamais le bon Saint-Félix, parce qu'il y en a plein partout en France, et donc on est très contents, parce que comme ça, ça peut être le village de chacun, et c'est bien ça l'objectif. Voilà, donc je ne dirais pas où est Saint-Félix, mais non, en écoutant, juste, je me disais dans écriture de plateau, je me dis il y a quand même à chaque fois des hypothèses fortes, des sortes de défis qui sont faits au théâtre, qui sont comme des hypothèses a priori, où on se dit alors voilà, avec ce spectacle, je vais poser cette question-là au théâtre. Donc c'est Marcus qui parlait du dispositif, je vais prendre un dispositif, et on va partir de là. C'est le défi d'associer 7 auteurs à je ne sais plus combien d'acteurs, ou 7 et 7, ou alors dans Saint-Félix, qui était avant tout, avant même de savoir de quoi vont parler ces entretiens, le défi c'est qu'est-ce que c'est transposer un hameau sur une scène de théâtre. Donc l'équivalent en fait, c'est la question, et c'est une question de théâtre, de transposition, l'échelle n'est pas la même, donc on va travailler sur les échelles, qu'est-ce que ça veut dire, c'est lié à l'incarnation, les personnages ont existé dans le monde réel, donc comment on va les interpréter, quelle distance on met par rapport à ça, donc ça questionne le jeu, l'acteur, enfin, et tout ça est mais d'abord, presque, c'est-à-dire, en premier lieu, il y a aussi cette espèce de grand défi d'hypothèse posée au théâtre, qui me semble quand même fondamental, qui d'ailleurs n'est absolument pas exclu et fait absolument partie des écritures dramatiques. Sans doute est un projet avec un texte déjà écrit, voilà, sans aucun doute, mais j'y pense comme ça, avec cette expression écriture de plateau, et ça me semble important, et c'est toujours cette même question, c'est-à-dire, questionnons le théâtre, c'est notre outil, le théâtre. Il a des conventions, il a une histoire, comment on travaille avec. Enfin, je dis ça parce qu'il y a une forme évidemment de porosité parfois avec certains médiums dominants, comme ça, majoritaires, qui demandent encore plus à faire bien attention à ce que c'est ce médium-là qu'on a entre les mains. Une de ses particularités, c'est quand même effectivement qu'il y a différents corps de métier, et que effectivement travailler, enfin moi je pense quand même que ce type de démarche, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, mais effectivement implique un travail d'équipe
très très précis avec des savoir-faire et des endroits et du coup cette question-là de qu'est-ce que c'est que notre outil de théâtre, il résonne évidemment pas pareil chez le scénographe, chez les acteurs, et quand il y a du passif, ces questions-là elles deviennent carrément passionnantes parce qu'on les enrichit, c'est une recherche en acte en fait, c'est de la recherche, c'est des spectacles qu'on monte mais c'est aussi une recherche tout le temps et une question qu'on se pose quoi. Alors, sur la question d'équipe, c'est vrai qu'on a souligné combien il y avait une organicité qui se construisait entre les différents médias qui sont sur le plateau des spectacles de la cordonnerie, entre l'image à travers le film, les sons, la musique, le bruitage. On a parlé du tandem que vous formiez avec Métil, mais c'est aussi une équipe, justement cette notion d'équipe pour pouvoir avancer tout en ayant l'air immobile, c'est déterminant. Oui, c'est évidemment très important. Nous, on est assez fidèles dans nos équipes, c'est-à-dire on a des collaborateurs depuis très longtemps. Et certains de nos collaborateurs, si on les avait pas, je ne sais pas comment on ferait, vraiment. Hein. En plus, on a des équipes. On a d'abord une première équipe de cinéma qui est complètement différente de l'équipe qui va être au plateau. Donc là, on a eu 2 équipes formidables. Donc on a eu quand même beaucoup de chance là-dessus. Et c'est un travail, effectivement. Notre créateur sonore, par exemple, a inventé un système qu'il a inventé lui. Donc s'il n'était pas là, je ne sais pas comment on ferait en fait. Et nos compositeurs avec qui on travaille, Timothée Joly, Mathieu Augier, depuis très longtemps, pareil, je ne sais pas comment on pourrait réinventer la musique avec quelqu'un d'autre. Donc on a eu des fidélités au fil des ans, Méthilde et moi, et c'est évidemment très important pour nous, d'autant plus qu'on a un travail spécifique et par moments un peu bizarre dans la construction en tout cas. Moi je suis très admiratif de cette histoire avec 7 auteurs et que vous ayez fini tous vivants, je trouve ça incroyable. Mais Donc en fait il faut trouver quand même un équilibre extrêmement subtil entre un langage commun qui vous permet effectivement de partager, de deviner sans avoir à tout réexpliquer de A à Z, des intentions, etc. Et puis garder la singularité de chacun. C'est cet équilibre-là qui, effectivement, permet une écriture à plusieurs voix, toutes pleines et entières. On s'emmile les fils, là. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui ressort de nos expériences comparées, en fait, c'est la volonté d'entrer dans des démarches. Enfin, moi, je sais que c'est une chose qui m'excite fondamentalement, c'est de me dire, je ne sais pas comment je vais faire. Voilà, de se dire qu'en fait, on a des savoirs, on a des savoir-faire, on a des savoirs théoriques et pratiques, à force, quelques-uns, mais se dire qu'on commence un projet sans se dire, en fait, la recette, elle est là, et elle a déjà été éprouvée, et après, c'est des choix personnels, mais je vais monter la énième mouette avec une idée un peu originale. Voilà, je pense que c'est aussi des volontés de démarche qui bousculent, qui font qu'on se lance vraiment attaché à des intuitions. Et je rejoins aussi beaucoup ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est des équipes qui se créent. Nous, on a eu 2 ans et demi pour se parler, pour s'appréhender, pour mettre en place en fait, des systèmes d'écoute et de compréhension. Et oui, en fait, on en ressort vivant et très, très, très lié. Mais l'autre chose en fait, que je voulais simplement nommer en parlant des écritures de plateau, parce que c'est un terme qui revient beaucoup, mais en tout cas, en se disant que les auteurs sont tout au bord du plateau et en lien constant avec tout le reste de l'équipe, c'est, en tout cas, moi, une question que je me pose régulièrement sur les spectacles, c'est à quel moment, par exemple, avec les comédiens, on arrive à dire, voilà, en fait, on a cherché tous ensemble à un moment donné des choses qui étaient déjà induites par souvent une partie de l'équipe qui précédait le temps propre des répétitions. On a pu errer à travers le texte, c'est-à-dire qu'il y a le texte appris, su, et puis le texte des fois qui bouge encore un peu, qui se cherche, ou en tout cas le montage qui bouge encore. Mais un mot qu'on emploie aussi, et c'est vraiment des termes de cinéma qui nous guident, c'est qui a le final cut pour certaines choses. À quel moment on se dit, bon maintenant en fait on arrête de chercher, c'est cette forme-là en fait sur laquelle on va construire. Et c'est la même chose pour le texte, c'est à quel moment en fait c'est ce mot-là qui va être conservé. On en a dit 12 autres, mais c'est celui-là qui va rester. Ou alors des choses qui ont été écrites 1 an et demi avant et qui n'ont pas bougé d'un iota depuis le début, comme une sorte de pierre autour de laquelle on pouvait construire.
Mais c'est souvent cette question-là que je me pose. En fait, c'est aussi rencontrer les bonnes équipes et les gens qui savent, en fait, avec leur savoir, aussi rester à la bonne place. Savoir qu'en fait, parce que t'es comédien, je te fais confiance là-dessus, ou parce que tu t'occupes du son ou de la lumière. En revanche, moi, en tant qu'auteur, si je te dis que c'est cette phrase-là qui doit être maintenue, voilà, savoir se respecter sur ces choses-là, c'est important. Et c'est pas tout le temps simple entre le moment du commun et le moment où chacun doit reprendre sa barre. Des fois, c'est pas tout le temps évident. En revanche, je crois que c'est ça qui est le plus exaltant aussi. Et je finis juste ça, mais par exemple, nous, une chose qui a rendu le travail possible, c'est d'inventer 2 postes, par exemple, qui n'existaient pas, qui étaient des vigies. 2 personnes qui ne sont ni metteuses en scène, ni autrices, ni comédiens, mais qui sont des interlocuteurs constants pour mettre en place les temps de travail. Voilà. Marcus, et puis Non, après je voulais on juste va rebondir. échanger ensemble pour répondre à vos questions. Non, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Kevin, parce que ça me fait penser à plein de choses, notamment à la conception même et à la philosophie même de ce que justement on appelle au Brésil processus collaboratif. Et c'est là où il se distingue justement de la création collective, c'est où justement les fonctions ne sont pas diluées chez tout le monde, mais elles sont bien spécifiques. Sauf que elles n'impliquent pas nécessairement, et c'est là où je pense que ce que tu dis par rapport au travail en équipe, ce que je dis tout à l'heure par rapport à l'écoute, c'est là où du coup la chose, ça paye, c'est qu'il y a des fonctions qui existent, qui sont repérables, mais il n'y a absolument pas de rapport hiérarchique, et en plus les hiérarchies sont mouvantes, c'est-à-dire peut-être avec mon savoir-faire préalable, mes outils d'acteur, d'auteur, ou de scénographe, ou de musicien, ou de ingénieur du son, je pourrais répondre à certaines questions, ou à certains besoins de manière peut-être un peu plus concrète, un peu plus immédiate, ou résoudre des problèmes, mais il faut que ma porte, elle est ouverte à ce que ces problèmes soient posés, c'est-à-dire que ma fonction, elle est en permanence traversée par les autres fonctions, qui vont forcément la resignifier et c'est un équilibre très fin et qui, je pense, se crée avec le temps aussi. C'est d'où je pense, l'importance de se connaître, enfin de se découvrir, de s'apprivoiser petit à petit dans le processus et en dehors. Parfois, on travaille parfois avec des acteurs. Je dis souvent parce que c'est le cas souvent des acteurs, mais ça peut être aussi d'autres qui sont en attente qu'on leur dise, même ça peut être n'importe quelle fonction d'ailleurs, quoi faire. Dans l'autre extrême, on a des processus extrêmement ficelés où où les hiérarchies sont beaucoup trop revendiquées. Là où je trouve passionnant et je pense qu'un travail des recherches comme celle que nous sommes en train de décrire ici, celle que vous venez de décrire, qui implique nécessairement une remise en question de ses propres outils et de la facture théâtrale elle-même, parce que du coup on s'embête à chercher des chemins de travers ou à travailler avec le pas connu, avec l'inconnu, à ne pas faire ne pas faire une énième mouette par exemple. C'est d'autant plus à la fois compliqué et passionnant parce que cette question de l'écoute, de la confiance et de la de l'équilibrage des fonctions, elle est d'autant plus importante parce que de toute manière on est tous à tâtons, on marche tous à tâtons. Donc on a des savoir-faire, on a des connaissances, oui, sauf qu'elles n'ont jamais été éprouvées, c'est le moment de les éprouver dans un autre contexte. Et peut-être que les outils ou les réponses que je n'ai pas de ma place d'éclairagiste ou de compositeur ou d'acteur ou de metteur en scène, je vais les trouver chez quelqu'un d'autre, chez une autre fonction. Et je pense que c'est une des belles compensations que ce genre de processus qui donne beaucoup de prise de tête et de nuit blanche rend possible. Mais enfin, vous avez encore bonne mine, donc ça va. Vous avez réchappé de vos nuits blanches. Je vous propose qu'on puisse répondre à des questions que nous n'aurions pas évoquées, parce qu'elles sont sans doute très nombreuses. Des questions que vous allez oser poser, parce que c'est le moment.
Et donc, il y a un micro qui va circuler. Je vous demanderai de vous présenter puisque nous sommes enregistrés et que d'autres nous regardent à l'étage du dessus. Alors, est-ce qu'on aurait répondu à toutes les questions? En général, c'est pas possible. Il y a toujours des... Ah ben voilà. Bonjour. Je me présente, je suis Damien Dutré, je suis auteur, comédien, metteur en scène, comme beaucoup. J'ai 2 questions d'ordre très général, donc je sais qu'on ne pourra pas répondre à tout. C'est la question de l'économique, dans tout ce dont vous parlez. Et parce que j'imagine bien, enfin je pense imaginer que les dramaturgies, l'évolution de la dramaturgie ou des dramaturgies se fait aussi en lien avec le contexte social, économique, politique. Et du coup, cette question économique, pour moi, elle est liée aussi aux politiques. Et notamment, pour la préciser un peu, la question politique, c'est par rapport à la place du public. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup aujourd'hui de propositions qui essayent de casser, évidemment, certains codes, et notamment le 4e mur, placer le public à un endroit différent. Donc, cette question politique, je la situe un peu par rapport à l'urgence de faire venir les gens au spectacle, par exemple. Merci. Alors, question complexe. Effectivement, l'économie, 50 spectateurs pour 50 comédiens, 7 auteurs pour 7 comédiens. Là, voilà, on sent qu'il y a une question qui va surgir sur effectivement les modes de financement de ces processus ou pas du tout. Comment on surmonte ces questions-là? Non, évidemment, la question de la production, elle est fondamentale. Et en premier lieu, moi, c'est plutôt sous l'angle même de la thématique même des projets que j'aimerais répondre, parce que en fait, on est sommé de répondre très précisément et très en amont, et on le sait, à en fait quel est le thème du projet. Et en fait, des fois, on ne sait pas quel est le thème du projet, et en fait, si on devait résumer le thème de Madame Bovary, en fait, ce serait d'une grande pauvreté. Alors, on ne va pas tous des Flaubert en herbe, loin de là, mais en revanche, c'est très difficile d'enclore en amont une multitude de thématiques qui vont ensuite traverser 2 ans, 3 ans de recherche. Ça c'est d'abord un premier volet. Le deuxième, c'est de se dire, par exemple, nous, avec le collectif Osso et le collectif Traverse, c'est que simplement, ça change des rapports de force d'aller rencontrer des directeurs ou des directrices de lieux à 7 ou à 15, au lieu de seul ou à 2, c'est différent. Non, mais c'est vrai, évidemment, ça ne fonctionne pas de la même manière, les tours de parole ne fonctionnent pas pareil, l'écoute est différente. Je pense que ça peut effrayer comme rassurer, mais en fait, je pense que c'est aussi qui tire la prod dans un projet, c'est vraiment important. Parce qu'on parlait des équipes, mais en fait, est-ce qu'il y a une personne ou 2 ou 3 ou un groupe, comment ça se constitue? Et en l'occurrence, comment ça s'est constitué? Là, c'était la production, c'est le collectif Osso. Et le collectif Traverse, nous, on a amené des collaborateurs, notamment la Chartreuse, des lieux, enfin des rencontres, des rendez-vous qu'on a fait ensemble, énormément d'ateliers d'écriture qu'on a pu faire aussi, qui sont une manière de mettre de l'eau au moulin. Mais et puis ça dépend des projets en fait. Mais j'ai l'impression que c'est évidemment quelque chose qui doit se questionner. Et qui s'invente. En fait, par exemple, moi, le terme d'écriture de plateau, je l'entends en permanence dans la bouche de de gens qui n'écrivent pas ou qui ne mettent pas en scène, souvent. C'est-à-dire, en fait, on va décrire le projet, on nous dit très vite « Ah, mais donc, c'est une écriture de plateau ». Alors qu'en fait, je sais pas, ni plus ni moins que plein de choses qui se font en ce moment et qui sont, en fait, un peu inventives, je crois, aussi. Ah oui, il y avait la question des publics. Moi, je veux bien répondre sur la question des publics. Je trouve que c'est une question brûlante, en fait, dans le sens où... brûlante politiquement. C'est-à-dire que le cahier des charges... Enfin, je veux dire, l'injonction là, politique, le théâtre public fonctionne avec la politique, voilà. Et puis de toute façon, le théâtre fonctionne avec la politique. Mais là, l'injonction, c'est à quoi on sert, quoi. À quoi on sert, à qui on parle et tout ça. Et donc, c'est une question omniprésente. On est sommé de répondre de la façon la plus concrète possible, la plus rassurante possible, la plus effective possible. Donc, par exemple, on sert à faire tant d'ateliers qui touchent tant d'enfants, tant d'adolescents, tant de spectateurs qui vont venir dans la salle voir le travail et tout ça. Je pense que cette question, elle est tellement, encore une fois, sous la forme d'injonction qu'on ne peut pas y échapper en tant que metteur en scène quand, effectivement, et c'est peut-être c'est intéressant de noter ça, effectivement, que c'est un travail d'équipe, mais par exemple, moi,
c'est moi qui porte la production dans mes spectacles. Et c'est une part énorme de mon temps qui fait que malgré tout, l'équilibre avec le reste de l'équipe, je ne suis pas à la même place parce que c'est moi qui porte cette chose très, très lourde et très complexe qu'est la production. Et cette question des publics, du coup, cette injonction comme ça hyper forte, moi je peux pas répondre en général, donc je vais répondre pour moi. Il se trouve que moi, dans le travail que je fais, comme mon travail il est à partir d'entretiens, les publics, ce qu'on appelle les publics, alors je sais pas ce que c'est les publics, ça serait, on va dire que c'est des gens, je sais pas, dans la bouche ministérielle, ce serait des gens par exemple qui ne feraient pas de théâtre, donc voilà, les vrais gens, les fameux, puisque nous sommes des faux gens, donc les vrais gens qui ne font pas de théâtre. Donc moi je les rencontre parce que de fait ils font partie de mon travail, je les interroge pour faire des spectacles. Donc du coup en fait l'espèce de dichotomie comme ça à laquelle on n'arrête pas d'essayer dans laquelle on essaye à mon avis qui à mon avis n'est pas pertinente en fait, de dire d'un côté il y aurait les publics et puis de l'autre il y aurait le travail d'art et de création et ça serait deux choses absolument différentes. Alors qu'en réalité, je pense qu'il y a à plein d'endroits, notamment pour des auteurs, les choses sont absolument liées en fait. On écrit à partir des gens, à partir du monde, à partir de ce qu'on vit, et on n'est pas tout seul dans sa chambre. En tout cas, les auteurs que je connais, ils sont pas tout seuls dans leur chambre, voilà. Et en tout cas, cette injonction des publics, cette question là du public comme ça, posée comme ça, moi, je peux pas me la poser au moment où je fabrique mon spectacle. C'est-à-dire si je commence à me dire super, je fais un spectacle sur une vieille dame, donc ça va super toucher l'intergénérationnel, je vais pouvoir aller voir des vieux dans des maisons de retraite, surtout si le dispositif il est léger, etc. Si je fais ça, en fait, un Félix, génial, on va toucher le milieu rural, on va parler de l'agriculture, c'est formidable. Ça, c'est les directeurs de lieux qui éventuellement nous renvoient ça en disant ah, donc vous êtes sur telle thématique. Et effectivement, c'est toujours à côté, c'est hyper désagréable. Saint-Félix, c'est rural, donc les lieux en banlieue parisienne ne veulent pas en parler parce que ça va parler de la ruralité et les gens en banlieue s'en foutent de la ruralité, c'est bien connu. Enfin, on rentre dans des trucs complètement débiles parce que c'est faux, le monde n'est pas partitionné comme ça. C'est quoi la ruralité, c'est quoi vivre en banlieue. Enfin, je pense quand même que le rôle des artistes, s'il y en a un, c'est justement de défaire les identités, comme dirait, c'est une citation que j'emprunte, moi aussi je vais citer mes sources, à Marie-Josée Malice, que j'aime bien cette expression, défaire les identités et pas de les constituer en groupe en fait. Le public, moi je sais pas ce que c'est. Je me défends un peu violemment parce que je pense, enfin pas violemment, mais je veux dire, je pense qu'en tout cas c'est une question centrale et sur laquelle il va falloir encore élaborer, réfléchir pour être très fort face à ce qu'on nous renvoie, qui à mon avis, qui ne pose pas toujours les bonnes questions et n'apporte pas forcément les bonnes réponses. Voilà. Justement, pour apporter en tout cas un élément de réflexion, c'est vrai qu'en vous écoutant, ce qui apparaît, c'est la dimension d'expérience que vous apportez au public. C'est aussi peut-être un nouveau rapport d'autorité entre le spectacle et le spectateur qui est proposé à la fois à travers les dispositifs, à travers les processus aussi. Et il me semble que c'est aussi une chose qui est intéressante. On a vu combien ces processus de création remettait aussi en cause les hiérarchies fonctionnelles traditionnelles, où ça recrée de la complémentarité et de l'interdépendance. Et pour moi, je trouve que ça se répercute aussi dans la relation qui est instaurée avec le spectateur, soit parce qu'il est mobilisé physiquement, c'est le cas par exemple de théâtre, soit dans l'ouverture qui lui est proposée en termes d'imaginaire. Moi, je pourrais juste dire par rapport à ça, du coup, pardon, j'avais peut-être répondu un peu à côté, qu'en tout cas, nous, enfin voilà, encore une fois, je peux répondre qu'à mon endroit, le fait de travailler par exemple à partir d'entretiens ou de travailler sur ce type de travail, je pense qu'une des obsessions qu'on a et qu'on partage avec Thomas Pondevie, ça serait une forme de théâtre. Alors, je vais répondre un peu à un autre endroit que Marcus. Nous, on est un peu obsédés par la question de l'égalité. Donc ça veut dire quoi ? Effectivement, on peut dire qu'il y a de l'altérité, on est à deux places différentes, il y a les spectateurs et les acteurs. Mais quand je parle d'égalité, c'est par exemple nous, comme on est passionnés par la question du processus, comment à un moment donné, ce processus, on est à égalité avec le public, en train de ensemble construire un machin qui s'appellerait un spectacle, si on veut bien, à la fin. Et puis à la fin, tout le monde est libre de partir en disant c'est du théâtre, c'est pas du théâtre, c'est du spectacle, c'est pas du spectacle. Mais on l'a construit ensemble à égalité. On n'en sait pas plus que vous sur le théâtre, vous, public. Le jour où on arrive dans la salle, on ne sait pas c'est quoi le théâtre, on ne sait pas comment ça s'organise. Et là-dessus, on est complètement à égalité et on a besoin de vous pour réinventer ça, quoi. C'est bien, c'est une bonne question. Oui, alors pour ce qui est de l'économique, j'ai eu la chance ou la malchance d'avoir proposé
mes 3 derniers spectacles, qui sont justement des spectacles qui travaillent sur l'idée de la choralité, donc il y a beaucoup de monde, dans un contexte de recherche. Je pense qu'en dehors de ce contexte-là, à l'abri, entre de gros guillemets, de la vendabilité, de l'urgence de la production, de l'économique, disons comme ça, a pu se faire. Donc, il est évident que les 3 spectacles ont été créés sans argent du tout, mais il y avait des choses qui pour nous étaient plus urgentes que le fait, en tout cas plus immédiatement urgentes que le fait de se faire payer, ce qui ne voulait pas dire que du coup il n'y avait pas un engagement de moi envers les acteurs, de nous tous envers le projet, qui était de faire tout ce qui serait dans notre possible pour aller plus loin. Mais ce qui est très drôle avec théâtre, par exemple, c'est un projet qui, à la base, c'était 50-50. Après, c'est devenu 50 acteurs pour 90 spectateurs parce qu'on a réinventé notre dispositif. Mais on a toujours entendu la même réaction qui était c'est formidable, c'est un projet, c'est très osé, c'est jamais fait. Mais vous savez, c'est improgrammable. Donc, c'était un spectacle qui a été dans cet entre-deux schizophrène et il est encore là-dedans pendant 2-3 ans. Après, je pense que vraiment, sincèrement, si on avait pensé en termes de vendabilité ou de programmabilité, on l'aurait jamais conçu. Après, je pense que je ne veux pas dire qui c'est qui est né en premier, l'œuf ou la poule, mais là, dans ce cas-là, pour des contraintes ou des particularités qui étaient celles du projet même, c'est-à-dire la choralité, on a décidé de partir du désir profond et inconséquent de faire un truc avec 50 personnes. Et on verrait si l'économique suivrait après. On peut partir de l'autre principe, pourquoi pas. Il y a aussi des formes... Je dirais que nous, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que nous, on a des projets qui coûtent très cher et donc qui, fatalement, doivent tourner beaucoup, parce que sinon, ils n'auraient pas de possibilité d'exister. Donc, c'est vrai que nous, on a à avoir en tête le côté économique à tout moment dans le processus de création, ce qui n'est pas toujours génial à porter d'ailleurs. Et donc, voilà, c'est marrant parce que tu disais un truc et je me disais, nous, c'est l'exact inverse. C'est-à-dire que si on ne tourne pas beaucoup, notre spectacle, il coûte 350 000 € à faire. Et on ne trouverait pas les financements et ce serait normal. Oui, mais c'est pour ça que justement j'ai précisé que ça a été construit dans le cadre d'un projet de recherche. Oui, c'est-à-dire que même la création même n'était pas conditionnée à ça. Donc voilà. S'il avait été s'il était question de le concevoir dans un autre dispositif, dans un autre contexte, peut-être qu'il ne se serait jamais fait. Mais et juste pour la question du public, j'ai l'impression que il s'agit de créer, de mettre en mouvement, de faire et de défaire des communautés d'intérêt qui sont forcément différentes et qui sont forcément diverses, et c'est génial, à chaque nouveau spectacle, à chaque nouvelle production. Quand je parlais on est dans des endroits différents avec les spectateurs, c'est juste parce que je me méfie beaucoup du fait, et là, sur ce point-là, je partage pleinement ce que dit Jacques Rancière dans le spectateur émancipé. Je ne prétends pas catéchiser les spectateurs ou montrer que mettre en évidence la participation du spectateur en créant des dispositifs qui les fassent bouger, par exemple, voilà, qui les fassent bouger, qui les fassent performer, qui les fassent pour dire qu'on est en train de faire agir les spectateurs. Je pense que le spectateur est agissant de toute manière. Et c'est très bien que cette place agissante du spectateur existe en tant que telle. Et dans des spectacles où les dispositifs remettent en question non pas les places de l'acteur et mais leurs relations, permettent justement à nous, acteurs, d'apprendre énormément avec les spectateurs et aux spectateurs d'apprendre avec le spectacle. On a appris énormément sur la dramaturgie même, sur la conception même de théâtre d'intranquillité et même de bacchante avec les spectateurs. Leur place dans l'espace, leur retour, leur réaction et la confrontation avec le jour fatidique où le dispositif se confronte avec les spectateurs. Je ne pense pas qu'il y ait urgence de faire venir les gens au théâtre parce qu'il n'y a pas un théâtre, il y a plusieurs théâtres. Il y a plusieurs manières de faire du théâtre. Il y a des gens qui se portent très bien sans jamais être allés au théâtre. Je pense que c'est prendre la question par le mauvais bout.
Je pense que ce sont des rencontres, des désirs de rencontres qui ne peuvent, et ces rencontres-là ne peuvent pas se faire sans qu'on assume très sincèrement et très simplement une grande part de subjectivité. Et donc c'est tout le défi, c'est de confronter justement l'intime au collectif, comme vous avez dit tout à l'heure, mais aussi la subjectivité à la chose publique. En même temps, quand on a connu la jubilation qu'on peut ressentir en allant au théâtre, on aurait envie de la partager. Ça, on ne peut pas quand même le reprocher. Bien sûr. La partager, oui, bien sûr, mais l'imposer, c'est plus compliqué. Une autre question, et puis on devra poursuivre peut-être autour d'un verre, hein, parce que l'heure a filé. Attention, je vais faire comme les commissaires-priseurs, hein. vu le temps qui nous est compté. Eh bien, je crois que nous avons, en tout cas, assouvi une bonne part de la curiosité, et je n'ai qu'à vous remercier pour la justesse et la force de vos paroles, votre engagement dans ce que vous faites. Merci d'avoir partagé avec nous ces questionnements et rendez-vous pour la prochaine rencontre.